Notre galaxie déborde de mondes étranges. Il suffit d'observer notre propre système solaire pour en avoir un premier aperçu. Des planètes rocheuses et des géantes gazeuses, des surfaces brûlantes et des mondes de glace, des anneaux majestueux, des dizaines de lunes, des tempêtes plus vastes que des planètes entières. Et pourtant, tout cela ne représente qu'un timide avant-goût de ce qui existe réellement au-delà de notre petit voisinage cosmique. Si vous aimez ce genre de long voyage à travers l'univers, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos explorations nocturnes et laissez-vous maintenant guider parmi les mondes les plus déroutants jamais découverts. Car depuis une trentaine d'années, les astronomes accumulent les découvertes à un rythme qui aurait semblé inimaginable aux générations précédentes. En septembre 2025, la NASA a officiellement franchi le cap des 6000 exoplanètes confirmées, autrement dit 6000 planètes détectées autour d'autres étoiles que notre Soleil. Et ce nombre continue de grimper de semaine en semaine, car plus de 8000 candidates supplémentaires attendent encore leur validation. Chacune de ces confirmations raconte une histoire, et certaines de ces histoires dépassent tout ce que la science-fiction avait osé imaginer. Des mondes où plusieurs soleils se lèvent et se couchent dans le même ciel. Des mondes où la pluie n'est pas faite d'eau, mais de fer fondu. Des mondes entourés d'anneaux si vastes qu'ils rivalisent avec l'orbite de Vénus autour du Soleil. Des mondes plus chauds que la surface de certaines étoiles, et d'autres qui errent seuls dans le noir absolu, sans aucun soleil pour les éclairer. Pour mesurer le chemin parcouru, il faut se souvenir qu'au début des années 1990, nous ne connaissions encore aucune planète en dehors de notre système solaire. Pas une seule. Les astronomes soupçonnaient depuis des siècles que d'autres étoiles devaient posséder leur propre cortège planétaire, mais aucun instrument n'avait jamais réussi à en apporter la preuve. Une planète ne brille pas par elle-même, ou si peu. Elle se contente de refléter faiblement la lumière de son étoile, et cette étoile, vue depuis la Terre, l'écrase de son éclat des milliards de fois plus intense. Chercher une exoplanète, autrement dit une planète extrasolaire, revenait à chercher une poussière flottant autour d'un phare aveuglant situé à des milliers de kilomètres. Puis, en 1992, la toute première détection est arrivée d'un endroit totalement inattendu, autour d'un cadavre d'étoile, un pulsar, et nous y reviendrons en détail au cours de ce voyage, car ces premières planètes comptent parmi les plus étranges jamais trouvées. 3 ans plus tard, en 1995, les astronomes suisses Michel Mayor et Didier Queloz annonçaient la découverte de la première planète autour d'une étoile semblable au Soleil, une géante gazeuse accomplissant le tour complet de son étoile en un peu plus de 4 jours. Cette découverte, qui leur vaudra plus tard le prix Nobel de physique, a bouleversé toutes les certitudes de l'époque, car personne n'imaginait qu'une géante comparable à Jupiter puisse orbiter aussi près de son étoile. Dès la toute première planète trouvée autour d'un Soleil normal, l'univers nous annonçait la couleur. Les systèmes planétaires ne suivent pas forcément notre modèle. Notre système solaire, si familier, si ordonné, ne constitue pas la règle. Il n'est qu'une possibilité parmi une infinité d'autres. Depuis, les vannes se sont ouvertes. Le télescope spatial Kepler, lancé en 2009, a surveillé pendant des années la luminosité de plus de 150 000 étoiles simultanément, révélant des milliers de mondes. Son successeur, le satellite TESS, poursuit ce recensement sur l'ensemble du ciel depuis 2018. Le télescope spatial James Webb, entré en service en 2022, analyse désormais l'atmosphère de ces mondes lointains avec une précision inédite, y détectant de la vapeur d'eau, du dioxyde de carbone, des nuages de sable ou des métaux vaporisés. Et de nouveaux instruments encore plus ambitieux s'apprêtent à prendre le relais dans les années qui viennent. Grâce à cette armada, nous savons désormais que les planètes ne sont pas rares dans notre galaxie. Bien au contraire, les statistiques suggèrent qu'il existe en moyenne au moins une planète par étoile, ce qui porterait leur nombre total dans la seule Voie lactée à des centaines de milliards, sans même compter celles qui voyagent librement entre les étoiles et dont nous reparlerons ce soir. Mais, au sein de cette immense population, quelles sont les planètes les plus étranges que nous ayons découvertes? Celles qui défient nos intuitions et redéfinissent ce qu'un monde peut être. C'est la question qui va nous accompagner tout au long de cette nuit. Nous allons explorer des planètes dont l'année entière dure moins longtemps qu'un film, et d'autres dont l'année s'étire sur 1 million de nos années terrestres.
nous allons visiter des systèmes où 7 soleils s'entrelacent dans une chorégraphie gravitationnelle d'une précision d'horloger et des mondes orphelins qui n'ont aucun soleil du tout. Nous allons plonger dans des atmosphères où le fer s'évapore le jour pour retomber en pluie brûlante à la tombée de la nuit, approcher une planète si chaude que les molécules elles-mêmes s'y déchirent, rencontrer des planètes plus grandes que leur propre étoile et terminer par un monde qui, s'il existe vraiment tel qu'on l'imagine, porterait le plus vaste système d'anneaux jamais observé, une structure des dizaines de millions de fois plus étendue que les anneaux de Saturne. Avant de partir, une dernière précision s'impose sur la manière dont il faut accueillir toutes ces merveilles. La science des exoplanètes reste une science jeune, et l'immense majorité de ces mondes n'ont jamais été observés directement. Nous les connaissons à travers des indices, des ombres minuscules passant devant des étoiles, des oscillations infimes dans la lumière, des signatures chimiques diluées dans des spectres lumineux. Les astronomes reconstruisent ensuite, à partir de ces fragments, le portrait le plus fidèle possible de chaque planète. Certaines de ces reconstructions sont extrêmement solides, confirmées par des instruments indépendants et des années d'observation. D'autres reposent sur des données plus fragiles et nous prendrons soin, tout au long de ce voyage, de distinguer ce qui relève de la certitude, de l'hypothèse probable ou de la simple possibilité fascinante. Car l'honnêteté n'enlève rien à la beauté. Bien au contraire, savoir qu'un monde de pluie de fer a réellement été mesuré, molécule par molécule, par un télescope posé sur une montagne chilienne, rend la réalité plus vertigineuse que n'importe quelle fiction. Installez-vous confortablement. Le voyage commence aux confins de la vitesse, là où les années ne durent que quelques heures. Quand on parle de planètes étranges, la bizarrerie ne se cache pas toujours dans la planète elle-même. Parfois, elle se niche dans sa façon de se déplacer autour de son étoile. Dans notre système solaire, nous avons l'habitude d'orbites relativement sages. La Terre boucle son tour en 365 jours, Neptune met près de 165 ans, et la championne de vitesse s'appelle Mercure, avec une année de seulement 88 jours terrestres. Mercure cache d'ailleurs déjà une curiosité savoureuse. En raison de sa rotation très lente, verrouillée par les forces de marée du Soleil dans une résonance particulière, une journée solaire complète sur Mercure, autrement dit le temps qui s'écoule entre 2 levées de soleil au même endroit, dure environ 176 jours terrestres. Autrement dit, une seule journée mercurienne contient exactement 2 années mercuriennes. Un habitant de Mercure verrait donc 2 anniversaires défiler entre son réveil et son coucher. Voilà qui donne le ton, et pourtant, à l'échelle de la galaxie, Mercure fait figure d'escargot. Au-delà de notre système solaire, la plupart des exoplanètes que nous connaissons possèdent des années remarquablement courtes, et il y a une raison très concrète à cela. Elle tient à la manière dont nous les détectons. La méthode la plus prolifique s'appelle la méthode des transits. Des observatoires, au sol comme dans l'espace, surveillent en permanence la luminosité de dizaines voire de centaines de milliers d'étoiles à la fois, guettant le moment où une planète passe devant son étoile depuis notre point de vue. Lorsque cela se produit, la planète masque une fraction minuscule du disque stellaire et la luminosité de l'étoile baisse très légèrement, parfois d'à peine 0,1% avant de retrouver son niveau normal. Ce petit creux dans la courbe de lumière constitue la signature d'un monde en orbite. Mais un seul creux ne suffit jamais. Une tache sur l'étoile, un grain de poussière, une autre étoile passant à l'arrière-plan peuvent produire des baisses semblables. Pour confirmer l'existence d'une planète, il faut voir le creux se répéter à intervalles parfaitement réguliers, au moins 3 fois, souvent davantage. Et c'est là que la sélection s'opère. Une planète qui met 2 ans à boucler son orbite ne transite qu'une fois tous les 2 ans. Il faudrait donc surveiller son étoile pendant 6 ans ou plus pour accumuler les passages nécessaires. En revanche, une planète dont l'année ne dure que quelques jours repasse devant son étoile des dizaines de fois en quelques mois. Elle se laisse confirmer presque immédiatement. Nos catalogues débordent donc de mondes ultra rapides, non pas parce que l'univers les fabrique en priorité, mais parce que nos méthodes les repèrent plus facilement. Les astronomes appellent cela un biais de détection, et il faut toujours le garder en tête quand on contemple les statistiques. Le célèbre système trappistin illustre bien cette proximité vertigineuse. Autour de cette petite étoile rouge, située à une 40aine d'années-lumière, 7 planètes de taille terrestre se serrent sur des orbites si compactes que la plus éloignée boucle son année en moins de 19 jours, tandis que la plus proche
accomplit son tour complet en environ 1 jour et demi. Les 7 orbites tiendraient toutes largement à l'intérieur de l'orbite de Mercure. Vu depuis l'une de ces planètes, le ciel offrirait un spectacle saisissant, car les mondes voisins y apparaîtraient parfois plus gros que la Lune dans notre propre ciel, de véritables disques suspendus au-dessus de l'horizon, avec leurs continents ou leurs nuages presque discernables à l'œil nu. Mais alors, parmi les milliers d'exoplanètes confirmées, laquelle détient l'année la plus courte? Commençons par les planètes qui tournent autour d'étoiles normales, celles qui brûlent leur hydrogène comme notre Soleil, ce que les astronomes appellent des étoiles de la séquence principale. La détentrice du record confirmé s'appelle K2-137b. Cette planète, découverte grâce aux données du télescope Kepler, est située à environ 320 années-lumière dans la constellation de la Vierge, tourne autour d'une petite naine rouge. Et son année dure 4 heures et 19 minutes. Prenez un instant pour mesurer ce que cela signifie. Pendant que vous dormez cette nuit, presque 2 années entières se seront écoulées sur ce monde. En une seule de nos journées terrestres, il boucle plus de 5 années complètes. Pour accomplir un tour aussi rapide, la planète frôle littéralement son étoile, à environ 870 000 km de son centre. Autrement dit, à peine plus de 2 fois la distance qui sépare la Terre de la Lune. Sauf qu'ici, l'objet central n'est pas une paisible planète bleue, mais une étoile entière, certes petite, mais dont le diamètre reste immense comparé à celui de notre monde. Depuis la surface de cette planète, l'étoile occuperait une portion démesurée du ciel, un mur de feu rouge-orangé s'étendant d'un horizon à l'autre. Les mesures indiquent que K2-137b fait à peu près la taille de la Terre, peut-être un peu moins, et qu'elle doit être extraordinairement riche en fer pour avoir survécu si près de son étoile. Car à une telle distance, les forces de marée deviennent redoutables. L'attraction gravitationnelle s'exerce beaucoup plus fortement sur la face tournée vers l'étoile que sur la face opposée. Et cette différence étire la planète, la déforme, menace de la disloquer. Seul un monde dense, un boulet de fer et de roches compactes, peut tenir dans ces conditions. Un candidat repéré par Kepler autour d'une autre naine rouge posséderait une année encore plus courte de quelques minutes, et les modèles suggèrent que les forces de marée l'auraient déjà déformé en une sorte de ballon de rugby cosmique, une planète ovale filant autour de son étoile. Le destin de ces mondes suicidaires ne fait guère de doute. Sur des échelles de temps astronomiques, leurs orbites se resserrent inexorablement, freinés par les marées, et ils finiront soit déchiquetés en un anneau de débris incandescents, soit engloutis d'un seul coup par leur étoile, dans un éclair qui ne laissera aucune trace. Nous observons ces planètes, dans les derniers instants de leur existence, à l'échelle cosmique du moins, comme on regarderait une goutte d'eau glisser lentement vers le bord d'une flamme. Pourtant, une année de 4 heures ne représente même pas le record absolu, car il existe des objets de masse planétaire qui tournent encore plus vite, autour d'astres qui ne sont plus vraiment des étoiles. Pour les rencontrer, il faut s'aventurer auprès des pulsars, et ces environnements comptent parmi les plus extrêmes de tout l'univers. Un pulsar naît de la mort d'une étoile massive. Lorsqu'une étoile beaucoup plus lourde que le Soleil épuise son carburant nucléaire, son cœur s'effondre sur lui-même en une fraction de seconde, tandis que ses couches externes sont soufflées dans une explosion titanesque, une supernova. Ce qui reste au centre défie l'imagination, une étoile à neutrons, une sphère d'à peine une vingtaine de kilomètres de diamètre, qui concentre pourtant davantage de masse que notre Soleil tout entier. La matière y atteint une densité inconcevable. Une seule cuillère à café de cette substance pèserait des milliards de tonnes. La gravité y règne avec une telle férocité qu'elle courbe visiblement la lumière qui passe à proximité. Et certaines de ces étoiles à neutrons tournent sur elles-mêmes à des vitesses folles, des centaines de fois par seconde, en balayant l'espace de 2 faisceaux de rayonnement comme un phare cosmique. Chaque fois qu'un faisceau croise la direction de la Terre, nos radiotélescopes enregistrent une impulsion. C'est ce battement régulier, d'une précision qui surpasse nos meilleures horloges atomiques, qui a valu leur nom au pulsar. Et c'est justement cette précision extrême qui a permis, contre toute attente, la toute première découverte de planètes en dehors du système solaire. En 1992, l'astronome polonais Alexander Wolszczan, travaillant avec le grand radiotélescope d'Arecibo, remarqua que les impulsions d'un pulsar situé à environ 2300 années-lumière, dans la constellation de la Vierge,
n'arrivaient pas avec une régularité parfaite. Elles avançaient et retardaient très légèrement, selon des cycles répétitifs. La seule explication possible tenait en un mot vertigineux, des planètes. En tournant autour du pulsar, elles le faisaient très légèrement osciller, et cette oscillation modifiait à tour de rôle la distance que les impulsions devaient parcourir jusqu'à nous. Les calculs révélèrent d'abord 2 mondes, puis un troisième, si petit que sa masse équivaut à environ 2 fois celle de notre Lune seulement, ce qui en fait encore aujourd'hui l'objet le plus léger jamais confirmé autour d'un autre astre. Ces 3 planètes ont plus tard reçu des noms tirés des fantômes et des esprits des légendes, Draugr, Poltergeist et Phobetor, des noms de spectres pour des mondes qui orbitent un cadavre stellaire. Et ces noms sont bien choisis, car ce sont des mondes morts, stérilisés en permanence par le rayonnement féroce du pulsar, balayés par des vents de particules chargées. Personne n'avait prévu que les premières planètes découvertes au-delà du Soleil tourneraient autour d'une étoile morte. La nature, décidément, ne consulte jamais nos scénarios. Mais le pulsar le plus étonnant à cet égard se trouve à environ 4000 années-lumière de nous, dans la constellation du Serpent. Il s'agit d'un pulsar milliseconde, une étoile à neutrons qui tourne sur elle-même plus de 10 000 fois par minute. Autour de lui, les astronomes ont détecté en 2011 un compagnon de la masse de Jupiter qui accomplit son orbite complète en environ 2 heures et 10 minutes. Son orbite entière tiendrait à l'intérieur de notre Soleil, puisque l'objet circule à environ 600 000 km du pulsar, alors que le rayon du Soleil approche les 700 000 km. Voilà donc une année plus courte qu'une séance de cinéma. Et ce compagnon cache une nature extraordinaire. Sa densité, déduite des contraintes orbitales, dépasse d'au moins 20 fois celle de l'eau, ce qui exclut une géante gazeuse ordinaire. Le scénario le plus probable raconte une histoire de cannibalisme stellaire. Ce petit monde serait le cœur mis à nu d'une ancienne étoile, une naine blanche, dont le pulsar aurait arraché et dévoré la quasi-totalité de la matière au fil des âges, ne laissant qu'un noyau compact composé essentiellement de carbone et d'oxygène cristallisé. Or, du carbone cristallisé soumis à des pressions extrêmes, cela porte sur Terre un autre nom. C'est pourquoi la presse du monde entier a surnommé cet objet la planète de diamants. La réalité serait un peu moins scintillante qu'une pierre de joaillerie, mais l'idée demeure fascinante. Un possible diamant de la masse de Jupiter, poli par la gravité, tournant chaque 2 heures autour du phare le plus précis de l'univers. Planète ou vestige d'étoile, les astronomes en débattent encore, et cette ambiguïté même illustre à quel point les frontières de nos catégories se brouillent dès que l'on s'éloigne de notre voisinage. À l'autre extrémité de l'échelle, certains mondes prennent leur temps d'une manière tout aussi déraisonnable. Le cas le plus spectaculaire concerne une planète nommée Coconuts 2b. Derrière ce nom savoureux se cache l'acronyme anglais d'un programme de recherche de compagnons froids sur des orbites ultra larges, et cette planète porte magnifiquement son titre. Elle se situe à environ 35 années-lumière de nous, ce qui en fait l'une des exoplanètes photographiées directement les plus proches de la Terre, et elle tourne autour d'une petite naine rouge à une distance d'environ 6000 fois la distance Terre-Soleil. 6000 fois. À titre de comparaison, Neptune, la planète la plus lointaine de notre système, orbite à 30 fois la distance Terre-Soleil. Le résultat de cet éloignement colossal, c'est une année qui dure environ 1 100 000 années terrestres. Depuis la formation de cette planète, elle n'a probablement bouclé que quelques centaines d'orbites. Lorsque cette planète occupait la position qu'elle occupe aujourd'hui sur son orbite, lors de son précédent passage, nos ancêtres taillaient déjà des outils de pierre. Vue depuis cette géante gazeuse, 6 fois plus massive que Jupiter, son étoile ne serait qu'un point rougeâtre, à peine plus brillant que les autres étoiles du ciel, une lueur discrète perdue dans la nuit permanente. Il faudrait un œil averti pour deviner que ce point minuscule constitue le centre de son monde. Et si l'on veut aller encore plus loin dans les années interminables, il existe une année d'un genre supérieur, l'année galactique, autrement dit le temps qu'il faut à une étoile pour accomplir un tour complet autour du centre de sa galaxie. Notre Soleil, emportant avec lui la Terre et tout le système solaire, file à environ 800 000 km/h autour du cœur de la Voie lactée. Et malgré cette vitesse ahurissante, il lui faut environ 230 millions d'années pour boucler un seul tour.
La dernière fois que le Soleil se trouvait dans cette région de la galaxie, les dinosaures commençaient tout juste leur règne sur la Terre. Si l'on compte en années galactiques, notre planète, âgée d'environ 4,5 milliards d'années, n'a donc fêté qu'une vingtaine d'anniversaires. La Terre serait une jeune adulte à l'échelle galactique. Et quelque part dans l'univers, des galaxies plus vastes, ou à la rotation plus lente, imposent à leurs étoiles des années galactiques encore plus longues, des révolutions qui se comptent en milliards d'années, si bien que certaines étoiles n'ont peut-être pas achevé un seul tour complet depuis leur naissance. Pour certaines planètes, cependant, la question de la durée de l'année devient encore plus déroutante, car elles ne tournent pas autour d'une seule étoile. Elles en possèdent plusieurs. Dans notre système solaire, tout paraît simple. Un unique soleil trône au centre, et tout le reste tourne autour de lui. Mais l'univers regorge de systèmes où 2, 3, 4 étoiles, voire davantage, s'entrelacent dans des danses gravitationnelles perpétuelles. Avant de nous demander à quoi ressemblerait la vie sur une planète baignée par plusieurs soleils, il vaut la peine de comprendre comment de tels systèmes tiennent debout, car leur stabilité n'a rien d'évident. 3 corps massifs, livrés à leurs seules attractions mutuelles, forment en général un système chaotique, imprévisible sur le long terme, et le plus souvent, l'un des 3 finit par se faire éjecter. Le célèbre problème à 3 corps, qui torture les mathématiciens depuis Newton, n'admet aucune solution générale simple. Pourtant, la nature a trouvé une parade élégante, la hiérarchie. Commençons par le cas le plus répandu, les étoiles doubles, que les astronomes appellent des systèmes binaires. 2 étoiles liées par la gravité ne tournent pas l'une autour de l'autre à proprement parler. Elles tournent toutes les 2 autour d'un point invisible, leur centre de masse commun, que l'on nomme le barycentre. Imaginez 2 patineurs qui se tiennent par les mains et tournoient ensemble. S'ils ont le même poids, le point de pivot se trouve exactement à mi-chemin entre eux. Si l'un des 2 se révèle beaucoup plus lourd, le point de pivot se rapproche de lui et le patineur léger décrit un grand cercle tandis que le costaud se contente d'un petit mouvement circulaire presque sur place. Les étoiles obéissent exactement à la même règle. 2 étoiles de masse comparable décrivent des ellipses quasi symétriques autour de leur barycentre, un peu à la manière de Pluton et de sa lune Charon, dont le centre de masse commun se situe dans l'espace, entre les 2 corps. Quand l'une des 2 étoiles domine largement, elle se contente d'osciller doucement, pendant que sa compagne trace de larges boucles autour d'elle. Au-delà de 2 étoiles, la hiérarchie entre en scène. Dans un système triple stable, on ne trouve jamais 3 étoiles entremêlées sur des orbites qui se croisent, car une telle configuration se disloquerait rapidement. On trouve au contraire 2 étoiles très rapprochées, formant un couple serré, et une 3e étoile, beaucoup plus lointaine, qui tourne autour de ce couple comme s'il ne formait qu'un seul astre. Vu de loin, la paire centrale se comporte gravitationnellement comme une étoile unique, un peu plus massive. Le système s'organise donc en étages, en niveaux emboîtés les uns dans les autres, et c'est précisément cet emboîtement qui garantit la stabilité. Chaque étage ignore presque totalement les détails internes des étages inférieurs. Avec 4 étoiles, 2 grandes architectures deviennent possibles. Soit 2 couples serrés qui tournent l'un autour de l'autre à bonne distance, soit un couple serré accompagné d'une 3e étoile, l'ensemble étant lui-même escorté par une 4e étoile encore plus lointaine. Avec 5, 6 ou 7 étoiles, les combinaisons se multiplient, mais le principe demeure identique, des poupées russes gravitationnelles, des couples dans des couples dans des couples, chaque niveau tournant paisiblement autour du centre de masse du niveau supérieur. Et de tels systèmes existent bel et bien. L'étoile Castor, l'une des 2 têtes de la constellation des Gémeaux, brille dans notre ciel d'hiver comme un point unique. Et pourtant, elle rassemble en réalité 6 étoiles, 3 couples serrés liés les uns aux autres dans une chorégraphie parfaitement réglée. Plus impressionnant encore, les astronomes connaissent au moins 2 systèmes rassemblant 7 étoiles, l'un dans la constellation du Scorpion, l'autre dans celle de Cassiopée. 7 soleils liés par la gravité, s'entrelaçant depuis des millions d'années sans se percuter ni s'éjecter. Au-delà de 7, en revanche, plus aucun système confirmé, et les modèles suggèrent que de telles assemblées deviendraient trop fragiles pour survivre longtemps, même si l'univers, avec ses centaines de milliards de galaxies, abrite peut-être quelque part des exceptions provisoires. La question suivante vient naturellement, celle de savoir si de tels systèmes peuvent héberger des planètes malgré les tiraillements gravitationnels
venus de toutes les directions. La réponse tient en un mot, oui, et les configurations possibles se révèlent d'une richesse fascinante. Reprenons notre système hypothétique à 7 étoiles et glissons-y des planètes en pensée. Une planète peut d'abord orbiter au plus près de l'une des étoiles, suffisamment près pour que l'attraction de cette étoile écrase toutes les autres influences. Cette planète ne connaît qu'un seul vrai soleil, les autres étoiles du système ne formant que des points brillants dans son ciel. Un cran au-dessus, une planète peut tourner autour d'un couple entier, à bonne distance, embrassant les 2 étoiles dans une seule orbite large. Depuis sa surface, 2 soleils se lèvent et se couchent, parfois proches l'un de l'autre, parfois séparés, s'éclipsant mutuellement à intervalles réguliers. Montons encore d'un étage. Une planète peut orbiter autour d'un trio complet, un couple serré plus une étoile isolée, et son ciel jonglerait alors avec 3 soleils d'éclats différents. Et tout en haut de la pyramide, une planète très lointaine peut tourner autour du système entier, autour des 7 étoiles à la fois. 7 soleils dans un seul ciel. Mais avant de rêver à des couchers de soleil septuples embrasant tout l'horizon, il faut apporter une nuance importante. Pour qu'une orbite autour des 7 étoiles reste stable, la planète doit circuler très loin de l'ensemble, à des distances où même 7 soleils réunis ne réchauffent plus grand-chose. Depuis un tel monde, les 7 étoiles se regrouperaient en 2 petits amas lumineux serrés, 2 lanternes éclatantes mais minuscules, brillant des centaines ou des milliers de fois plus fort que notre pleine lune, sans jamais réchauffer l'atmosphère de façon notable. Il ferait nuit en permanence, une nuit ornée de 2 joyaux dansants dont les positions relatives glisseraient lentement au fil des décennies. Le spectacle le plus somptueux se trouverait plutôt sur les planètes des étages intermédiaires. Imaginez un monde orbitant le trio. Les 2 étoiles du couple serré y apparaîtraient presque collées l'une à l'autre, 2 disques de feu se frôlant dans le ciel, se rattrapant et se dépassant au fil des semaines, tandis que la 3e étoile suivrait son propre chemin dans le ciel, se levant parfois quand les 2 autres se couchent. Certains jours, les 3 soleils brilleraient ensemble au-dessus de l'horizon, noyant le paysage dans une lumière aux ombres multiples et colorées. D'autres jours, ils se relaieraient, si bien que la véritable nuit deviendrait un événement rare, quelques heures précieuses d'obscurité lorsque les 3 astres se retrouveraient tous du même côté du monde. Et au loin, les 4 étoiles de l'autre amas scintilleraient comme des braises fixes, gonflant et pâlissant imperceptiblement au rythme lent de leurs propres orbites. Aucun calendrier humain ne survivrait à un tel ciel. Les saisons, les jours, les années s'y superposeraient en cycles imbriqués d'une complexité magnifique, une horlogerie céleste dont chaque rouage serait un soleil. Tout cela soulève une question plus vaste, celle de savoir si les systèmes à plusieurs étoiles représentent l'exception ou la règle. Levez les yeux par une nuit claire et la réponse pourrait vous surprendre. Une grande partie des étoiles les plus brillantes de notre ciel cache en réalité de la compagnie. Sirius, l'étoile la plus éclatante de toute la voûte céleste, forme un couple avec une minuscule naine blanche qui tourne autour d'elle en une 50aine d'années. Alpha du Centaure, le système stellaire le plus proche du Soleil, rassemble 2 étoiles semblables à la nôtre, serrées l'une contre l'autre, accompagnées d'une 3e, la petite naine rouge Proxima, qui gravite bien plus loin et se trouve être, à l'heure actuelle, l'étoile la plus proche de nous. Même l'étoile polaire, ce repère immuable des navigateurs, constitue en réalité un système triple. Pendant longtemps, les astronomes ont donc cru que les étoiles solitaires, comme notre Soleil, faisaient figure d'exception, de curiosités esselées dans une galaxie de couples et de trios. Mais les progrès des relevés stellaires ont renversé cette image. Il s'avère que la majorité des systèmes stellaires de la Voie lactée ne contiennent qu'une seule étoile, et l'illusion venait d'un simple effet de sélection. 2 étoiles réunies brillent davantage qu'une seule, et les couples serrés de géantes lumineuses se voient de très loin, tandis que les innombrables petites étoiles solitaires restent discrètes, souvent invisibles à l'œil nu. Or, ces petites étoiles discrètes dominent massivement le recensement galactique. Environ les 3/4 de toutes les étoiles de notre galaxie sont des naines rouges, des astres modestes, plus petits et plus froids que le Soleil, si peu lumineux qu'aucune naine rouge, pas même Proxima pourtant toute proche, ne peut être aperçue à l'œil nu depuis la Terre. Et il se trouve que ces naines rouges vivent le plus souvent seules,
puisque seulement un quart d'entre elles environ possèdent une compagne. A l'inverse, plus une étoile pèse lourd, plus elle a de chances de vivre accompagnée. Environ la moitié des étoiles semblables au Soleil appartiennent à des systèmes multiples, et chez les étoiles massives, les géantes bleues et blanches, la vie en couple ou en groupe devient la norme quasi absolue. Cette tendance raconte quelque chose de leur naissance. Les étoiles se forment par l'effondrement de vastes nuages de gaz et de poussière, et les régions les plus denses de ces nuages, celles qui accouchent des étoiles les plus massives, fragmentent volontiers en plusieurs cœurs qui grandissent côte à côte. Les premiers temps de ces pouponnières ressemblent à un chaos de billard gravitationnel, des étoiles nouveau-nées se frôlant, échangeant leur position, s'éjectant mutuellement, jusqu'à ce que les configurations stables, ces fameuses hiérarchies emboîtées, finissent par s'imposer. Et pendant ce temps, dans les disques de gaz et de poussière qui entourent ces jeunes étoiles, des planètes commencent à se condenser, héritant de cette histoire mouvementée. La première planète jamais observée, en train de transiter 2 soleils à la fois, fut repérée en 2011 par le télescope spatial Kepler. Elle s'appelle Kepler 16b, et sa découverte a immédiatement évoqué au grand public la fameuse planète aux 2 couchers de soleil de la saga La Guerre des Étoiles, à tel point que les astronomes eux-mêmes l'ont surnommée une planète Tatooine. La réalité s'écarte toutefois du mythe du monde désertique. Kepler 16b n'a rien d'une planète de sable. Il s'agit d'une géante gazeuse froide, d'une masse comparable à celle de Saturne, environ 1/3 de la masse de Jupiter. Elle tourne en 229 jours autour d'un couple d'étoiles toutes 2 plus petites que le Soleil, une naine orange et une naine rouge, qui valsent l'une autour de l'autre en une 40aine de jours. Depuis les couches nuageuses de cette géante, ou plus poétiquement depuis une hypothétique lune qui l'accompagnerait, le ciel offrirait bel et bien 2 couchers de soleil, 2 disques de tailles et de couleurs différentes, l'un doré, l'autre rouge sombre, plongeant sous l'horizon à des moments légèrement décalés, se rapprochant et s'écartant l'un de l'autre au fil des semaines. Et le mouvement de la planète autour de ce couple fascine les théoriciens, car il incarne une version réelle du problème à 3 corps, cette énigme mathématique qui décrit la danse imprévisible de 3 masses en interaction. Depuis cette première découverte, une belle collection de planètes circumbinaires, autrement dit de planètes orbitantes autour de 2 étoiles à la fois, est venue enrichir les catalogues. Le système Kepler-47 a montré que plusieurs planètes peuvent cohabiter autour d'un même couple stellaire, formant un véritable système planétaire à 2 soleils. Et l'une de ces découvertes porte une histoire particulièrement charmante. En 2019, un lycéen américain de 17 ans, en stage d'été à la NASA depuis seulement 3 jours, repéra dans les données du satellite TESS un signal que les algorithmes avaient du mal à isoler, car les transits d'une planète circumbinaire ne se répètent pas à intervalles parfaitement réguliers, les 2 étoiles ne cessant de bouger. Ce signal se révéla être une planète bien réelle, un monde d'une taille comprise entre celle de Neptune et de Saturne, tournant autour de son couple d'étoiles en une petite centaine de jours. Un adolescent en stage a découvert un monde à 2 soleils pendant sa première semaine de travail. Ces mondes ne relèvent donc plus du tout de la science-fiction, et puisqu'environ la moitié des étoiles semblables au Soleil vivent en couple ou en groupe, les ciels à plusieurs soleils pourraient compter parmi les paysages les plus ordinaires de la galaxie. Quelque part, ce soir, des mondes sans nom baignent dans la lumière croisée de 2 astres, et ce spectacle que nous trouvons si exotique nie et que la banalité du quotidien. Pour prendre la mesure de ce que vivraient ces mondes, tentons une expérience de pensée. Imaginons ce qui se passerait si notre propre ciel accueillait un second soleil. Gardons notre soleil exactement tel qu'il est et faisons seulement varier la nature de l'étoile invitée. Commençons modestement avec le plus petit modèle du catalogue stellaire, une naine rouge, placée sur une orbite proche de notre soleil. Même une naine rouge de faible masse, ne pesant qu'une fraction de notre étoile, bouleverserait immédiatement notre existence. D'abord, la mécanique céleste elle-même changerait. La Terre ne tournerait plus autour du Soleil seul, mais autour du centre de masse du couple, et la masse totale du système ayant augmenté, notre planète devrait orbiter un peu plus vite pour ne pas tomber vers l'intérieur, ce qui raccourcirait notre année, à moins de reculer légèrement notre orbite pour conserver le rythme actuel. Depuis nos fenêtres, nous verrions la naine rouge décrire son chemin dans le ciel,
passant régulièrement devant le disque solaire lors de mini-éclipses rougeoyantes, puis disparaissant derrière lui quelques mois plus tard. Ensuite viendraient les saisons, et le mot lui-même perdrait son sens habituel. Aujourd'hui, nos saisons naissent de l'inclinaison de l'axe terrestre qui expose alternativement chaque hémisphère au rayonnement solaire. Avec une seconde étoile dans le voisinage, un facteur bien plus puissant entrerait en jeu, la distance changeante entre la Terre et cette étoile invitée. Quand la naine rouge se trouverait au plus loin de nous et qu'un hémisphère traverserait en même temps son hiver ordinaire, le froid deviendrait féroce, bien plus mordant que tout ce que nous connaissons. À l'inverse, un été classique combiné à un passage rapproché de la naine rouge donnerait des canicules inimaginables. Les saisons ne suivraient plus un cycle annuel régulier, mais une partition compliquée, superposant le rythme de l'inclinaison terrestre et celui, différent, des allées et venues de la seconde étoile. Certaines années seraient douces, d'autres extrêmes, selon la façon dont les deux cycles s'additionneraient ou se compenseraient. Et puis il y aurait le tempérament de l'invité, car les naines rouges cachent sous leurs airs modestes un caractère explosif. Ces petites étoiles produisent des éruptions gigantesques proportionnellement bien plus violentes que celles de notre Soleil, capables de doubler leur luminosité en quelques minutes. Une naine rouge installée dans notre système bombarderait régulièrement la Terre de rayonnement et de particules chargées. Nos satellites tomberaient en panne les uns après les autres, les communications radio se brouilleraient et nos réseaux électriques subiraient des surtensions à l'échelle de continents entiers, comparables à la grande tempête solaire de 1859, celle qui avait enflammé des bureaux de télégraphe, mais répétée plusieurs fois par décennie. En contrepartie, des aurores somptueuses danseraient jusqu'aux tropiques, illuminant les nuits de rideaux verts et pourpres. Il faut aussi noter que les interactions entre les deux étoiles pourraient rendre notre propre Soleil plus actif, ajoutant ses colères à celles de sa compagne. Bref, même avec la plus petite étoile possible en guise de second Soleil, l'habitabilité de la Terre vacillerait sérieusement. Augmentons maintenant la masse de l'invité et les ennuis s'aggravent. Une étoile semblable au Soleil, ou un peu plus chaude, inonderait la Terre d'un supplément de rayonnement ultraviolet, rendant l'exposition à la lumière du jour de plus en plus dangereuse pour les organismes vivants. Nous vivrions aussi avec deux ombres de longueur et de direction différentes, teintées de couleurs légèrement dissemblables selon la température de chaque étoile, un détail charmant dans un tableau de plus en plus inquiétant. Et si l'on pousse le curseur jusqu'au poids lourd du bestiaire stellaire, une supergéante bleue par exemple, alors il ne resterait tout simplement plus aucun refuge dans le système. Ces monstres peuvent atteindre des dizaines de fois la masse du Soleil, jusqu'à une limite théorique d'environ 150 masses Boltzmann solaires, même si quelques étoiles exceptionnelles, comme celle qui trône au cœur de la grande nébuleuse de la Tarentule, semblent flirter avec le double de cette limite, au grand embarras des modèles. Une supergéante bleue rayonne des centaines de milliers, voire des millions de fois plus de lumière que le Soleil, et souffle des vents stellaires si violents qu'ils arracheraient notre atmosphère couche après couche, en quelques temps géologiquement brefs. Quant aux supergéantes rouges, moins lumineuses mais encore plus vastes, elles détiennent le record absolu de taille. Déposées au centre de notre système solaire, la plus grande d'entre elles engloutirait la Terre sans même s'en apercevoir, avalerait Mars, Jupiter, et s'étendrait selon les estimations jusqu'aux environs de l'orbite de Saturne, un volume des milliards de fois supérieur à celui de notre Soleil. Il existe pourtant un scénario où la Terre pourrait cohabiter avec un tel titan, à condition de respecter les distances. Les couples d'étoiles peuvent orbiter très loin l'un de l'autre, à des milliers de fois la distance Terre-Soleil, mettant des dizaines ou des centaines de milliers d'années à boucler une seule révolution, et les cas les plus extrêmes montrent des séparations dépassant une année-lumière. Dans une configuration aussi lâche, chaque étoile développe son propre système planétaire indépendant, et une planète comme la Terre ne ressentirait presque rien de la lointaine compagne de son Soleil. La supergéante ne serait qu'un phare somptueux dans notre ciel nocturne, un point d'une brillance irréelle, projetant peut-être de faibles ombres par les nuits les plus noires, tandis que le bouclier magnétique de notre Soleil détournerait l'essentiel de ces vents de particules. Le tableau semble presque idyllique, mais il cache une menace patiente. Une supergéante constitue une bombe à retardement, car ces étoiles vivent vite et meurent jeunes,
dans l'explosion d'une supernova. Une supernova détonnant à une seule année-lumière serait cataclysmique, stérilisant probablement toute la surface de notre monde sous un déluge de rayonnement. Les études récentes estiment qu'une supernova devient franchement dangereuse pour une biosphère en deçà de quelques dizaines d'années-lumière, notamment parce que son rayonnement détruirait la couche d'ozone qui nous protège des ultraviolets. La bonne nouvelle, pour nous, tient au fait qu'aucune étoile capable d'exploser en supernova ne se trouve actuellement à une distance aussi menaçante de la Terre. La célèbre Bételgeuse, dont l'explosion future fait régulièrement les gros titres, brille à plus de 500 années-lumière, assez loin pour nous offrir un jour le plus beau spectacle céleste de l'histoire humaine, sans nous causer le moindre tort. Un dernier détail de cette expérience de pensée mérite qu'on s'y attarde, car il touche à quelque chose d'intime, le cycle du jour et de la nuit. Avec un second soleil circulant à l'extérieur de notre orbite, mais suffisamment proche pour briller intensément, la nuit véritable deviendrait une denrée rare. Pendant une partie de l'année, la seconde étoile dominerait notre ciel nocturne, se levant quand le soleil se couche, et il ne ferait alors jamais vraiment noir, seulement un long crépuscule rougeâtre baignant les paysages d'une lumière de braise. Seules quelques semaines par an, lorsque les deux astres se retrouveraient du même côté du ciel, nous rendraient l'obscurité complète, et avec elle, les étoiles. On peut imaginer que sur un tel monde, ces rares nuits noires deviendraient des événements précieux, attendus, célébrés peut-être, des fenêtres fugitives ouvertes sur le reste de l'univers. Vivre sur une planète à plusieurs soleils n'aurait donc rien d'une promenade tranquille. Et pourtant, aussi rudes que soient ces mondes, il existe des planètes aux conditions plus déconcertantes encore, des planètes qui souffrent du problème exactement inverse. Elles n'ont aucun soleil du tout. On les appelle les planètes errantes, ou planètes vagabondes, ou encore planètes orphelines, et elles comptent parmi les plus grands mystères qui subsistent dans notre galaxie. Ce sont des objets de masse planétaire qui ne sont liés gravitationnellement à aucune étoile. Elles ne tournent autour de rien. Elles dérivent, seules, dans l'immensité glacée de l'espace interstellaire, poursuivant leur route dans le noir depuis des millions ou des milliards d'années. Leur origine demeure débattue, et deux grands scénarios se partagent les faveurs des astronomes. Le premier raconte une histoire d'exil. Ces planètes seraient nées normalement dans le disque de gaz et de poussière entourant une jeune étoile, avant d'être expulsées de leur système natal. Car les premiers âges d'un système planétaire ressemblent à une partie de billard chaotique. Les jeunes planètes migrent, se frôlent, se disputent le territoire à coups d'attraction gravitationnelle, et dans cette mêlée, il arrive qu'une planète reçoive une accélération telle qu'elle atteigne la vitesse de libération et quitte définitivement son système. Une rencontre rapprochée avec une géante gazeuse suffit à catapulter un monde entier vers l'infini. Certains modèles suggèrent d'ailleurs que notre propre système solaire aurait pu compter à l'origine une géante de glace supplémentaire, une cinquième géante, éjectée durant la jeunesse turbulente du système et qui errerait peut-être aujourd'hui quelque part dans la galaxie, orpheline anonyme parmi tant d'autres. L'idée a quelque chose de poignant. Quelque part dans le noir, il existe peut-être une ancienne sœur de Jupiter et de Saturne, bannie avant l'aube de l'histoire, emportant dans sa fuite la mémoire chimique de notre berceau. Le second scénario propose une origine plus solitaire encore. Certaines planètes errantes seraient en réalité des étoiles ratées, des condensations de gaz qui se sont formées directement dans un nuage interstellaire, à la manière des étoiles, mais qui n'ont jamais accumulé assez de matière pour amorcer la moindre réaction nucléaire, ni même pour atteindre le statut intermédiaire de naine brune. Elles seraient nées orphelines, sans jamais avoir connu de soleil. Les deux scénarios ne s'excluent pas, et la population réelle mélange probablement les exilés et les solitaires de naissance. Quant à leur nombre, ils donnent le vertige. Comme ces objets n'émettent pratiquement aucune lumière, tout recensement direct reste impossible, et les estimations reposent sur des extrapolations statistiques. Les plus prudentes parlent de milliards de planètes errantes, rien que dans la Voie lactée. Mais des relevés récents, fondés sur la méthode de détection dont nous allons parler dans un instant, suggèrent des chiffres bien plus élevés encore. Une étude de 2023, analysant près d'une décennie d'observations, a conclu que les planètes errantes, en comptant les plus petites, pourraient être plusieurs fois plus nombreuses que les étoiles elles-mêmes, ce qui porterait leur population galactique à des milliers de milliards. Si ces estimations se confirment,
alors les planètes attachées à une étoile, comme la nôtre, constitueraient presque une minorité et le citoyen le plus ordinaire de la galaxie serait un monde sans soleil, silencieux, invisible, glissant entre les étoiles comme un navire éteint. Mais une question se pose immédiatement, celle de savoir comment détecter un objet qui n'émet aucune lumière et n'en reflète aucune. Une planète errante ne transite devant aucune étoile haute, ne fait osciller aucun soleil, n'apparaît sur aucune photographie classique. Elle est, au sens propre, invisible. Et pourtant, nous en avons trouvé. La solution repose sur l'une des idées les plus élégantes de toute l'astronomie, une technique qui utilise la gravité elle-même comme un instrument d'optique. On l'appelle la micro-lentille gravitationnelle, et pour la comprendre, il faut remonter à Albert Einstein. Sa théorie de la relativité générale décrit la gravité non pas comme une force qui tire les objets, mais comme une déformation de la trame même de l'espace et du temps. Toute masse creuse autour d'elle une sorte de dépression dans le tissu de l'univers, et tout ce qui passe à proximité, y compris la lumière, suit les courbes de cette dépression. En 1936, Einstein publia un petit calcul montrant qu'une étoile passant exactement devant une autre étoile, beaucoup plus lointaine, agirait comme une loupe. La lumière de l'étoile d'arrière-plan, au lieu de se disperser dans toutes les directions, se trouverait focalisée vers l'observateur par la courbure de l'espace autour de l'étoile d'avant-plan. Résultat, l'étoile lointaine paraîtrait temporairement plus brillante, le temps de l'alignement, avant de retrouver son éclat normal. Einstein lui-même jugeait le phénomène trop rare et trop subtil pour être jamais observé. Il se trompait, et c'est une erreur qu'il aurait sans doute savourée. Le phénomène de lentille gravitationnelle a d'abord été confirmé à grande échelle avec les objets les plus massifs de l'univers. Les amas de galaxies, ces assemblées de centaines ou de milliers de galaxies, déforment si fortement l'espace autour d'eux qu'ils étirent et amplifient les images des galaxies situées loin derrière. Sur les photographies du télescope spatial Hubble, on voit ces galaxies d'arrière-plan transformées en arcs lumineux, en filaments étirés, parfois en anneaux complets encerclant l'amas, des mirages cosmiques nés de la courbure de l'espace. Cet effet spectaculaire permet aux astronomes d'observer des galaxies parmi les plus lointaines jamais détectées, en utilisant les amas comme des télescopes naturels gigantesques, gracieusement fournis par l'univers lui-même. À l'échelle des étoiles individuelles, l'effet devient infiniment plus discret, d'où le préfixe micro, mais le principe reste identique. Quand une étoile passe, depuis notre point de vue, exactement devant une étoile plus lointaine, la lumière de l'étoile d'arrière-plan s'amplifie progressivement, atteint un maximum au moment de l'alignement parfait, puis décroît symétriquement, le tout sur quelques semaines. La courbe de lumière dessine une jolie colline régulière. Et voici le détail qui change tout. Si l'étoile d'avant-plan possède une planète, la masse de cette planète ajoute sa propre petite déformation à la loupe gravitationnelle. Sur la colline régulière de la courbe de lumière apparaît alors une aspérité, un pic bref et anguleux qui trahit la présence du monde invisible et révèle même sa masse. La méthode se moque de la lumière de la planète puisqu'elle ne mesure que sa gravité. Elle peut donc détecter des mondes minuscules, de la taille de Mars ou moins, et des mondes très éloignés de leur étoile, deux catégories qui échappent presque totalement aux autres techniques. Et surtout, la méthode fonctionne même sans étoile d'avant-plan. Une planète errante, seule dans l'espace, produit elle aussi son propre événement de micro-lentille lorsqu'elle passe devant une étoile lointaine. L'amplification est plus faible et surtout plus brève, quelques jours pour une géante gazeuse, quelques heures à peine pour une planète de la taille de la Terre, mais elle existe et elle est mesurable. Une planète invisible, noire sur fond noir, se trahit ainsi par la seule empreinte de sa gravité sur la lumière d'une étoile située à des milliers d'années-lumière derrière elle. Il y a quelque chose de profondément émouvant dans cette idée. Nous détectons ces mondes perdus non pas en les voyant, mais en surprenant leur ombre gravitationnelle, le pli fugace qu'ils impriment au tissu de l'univers en passant. La méthode cache toutefois un piège de taille, et il faut l'admettre honnêtement. Les alignements parfaits entre deux étoiles, ou entre une planète errante et une étoile, relèvent d'un hasard extraordinairement rare. La galaxie a beau contenir des centaines de milliards d'astres, l'espace qui les sépare demeure immensément vide. Et depuis notre point de vue, les croisements exacts se comptent en événements exceptionnels. Pire encore,
chaque événement de micro-lentille ne se produit qu'une seule fois. Les deux objets poursuivent leur route, l'alignement se défait, et jamais plus, cette configuration précise ne se reproduira. Impossible donc de confirmer une détection en attendant la suivante, comme on le fait avec les transits. Il faut saisir l'instant ou le perdre à jamais. La parade consiste à surveiller simultanément des dizaines, des centaines de millions d'étoiles, en visant les régions du ciel les plus densément peuplées, et c'est exactement ce que font depuis des années plusieurs programmes d'observation au sol. Le programme polonais Ogle, pionnier du domaine, scrute inlassablement les champs d'étoiles en direction du centre galactique depuis les années 1990. Le programme MOA, fruit d'une collaboration entre le Japon et la Nouvelle-Zélande, et le réseau coréen KMT-NET, avec ses 3 télescopes répartis entre le Chili, l'Afrique du Sud et l'Australie pour ne jamais perdre le ciel austral de vue, complète cette veille permanente. Ensemble, ces programmes ont déjà enregistré des milliers d'événements de micro-lentilles dus à des étoiles, et parmi eux, une petite moisson précieuse, quelques dizaines de candidats au titre de planète errante. 2 de ces candidats méritent une mention particulière. Le premier, débusqué dans des données recueillies en 2012, présente une signature compatible avec une planète errante d'environ la masse de la Terre. Le second, révélé en 2020 à partir d'un événement d'une brièveté record, moins d'1 heure, pourrait correspondre à un monde encore plus petit, quelque part entre la masse de Mars et celle de la Terre. Si ces interprétations se confirment, nous aurions donc déjà repéré des planètes errantes rocheuses, de petites terres sans soleil dérivant dans le vide. La prudence reste de mise, car un événement unique et bref laisse toujours une part d'ambiguïté, mais ces détections dessinent une tendance que les théoriciens trouvent cohérente. Les petites planètes, justement parce qu'elles sont légères, se laissent éjecter de leur système natal bien plus facilement que les géantes. La galaxie devrait donc regorger de petites vagabondes. Et une autre fenêtre s'est ouverte récemment sur cette population cachée. En 2023, le télescope spatial James Webb, en scrutant la grande nébuleuse d'Orion, cette pouponnière d'étoiles visible à l'œil nu sous nos latitudes, y a repéré des centaines d'objets de masse planétaire flottant librement, sans étoiles, certains se déplaçant même par paires, des couples de mondes orphelins liés l'un à l'autre. Ces objets, probablement formés sur place comme des étoiles avortées, ont surpris tout le monde, en particulier ses pairs, que les modèles peinent encore à expliquer. La nature, une fois de plus, se montre plus inventive que nos théories. L'avenir de cette chasse porte un nom, le télescope spatial Nancy Grace Roman. Et l'actualité le concerne directement, puisque son lancement est désormais programmé pour la toute fin du mois d'août 2026, avec plusieurs mois d'avance sur le calendrier initial, une rareté suffisamment délicieuse dans le monde spatial pour être soulignée. Ce télescope embarque un miroir de 2,40 m, exactement la taille de celui de Hubble, mais associé à une caméra d'environ 300 mégapixels, dont le champ de vision couvre une portion de ciel environ 100 fois plus vaste que celle de Hubble, avec une netteté comparable. Là où Hubble photographie par le trou d'une serrure, Roman ouvrira la fenêtre en grand. Une part importante de sa mission consistera précisément à fixer, pendant de longues campagnes, les champs d'étoiles ultra-denses du bulbe galactique, en quête d'événements de micro-lentilles. Les astronomes en attendent une récolte historique, potentiellement des dizaines de milliers de nouvelles exoplanètes, toutes méthodes confondues, et, pour ce qui nous occupe ce soir, des centaines de planètes errantes, y compris des mondes de la masse de Mars ou de la Terre. D'ici quelques années, nous devrions enfin savoir si les vagabondes dominent réellement le recensement galactique, et l'idée que cette réponse arrive de notre vivant a quelque chose d'enthousiasmant. Reste la question la plus fascinante, celle des conditions qui règnent à la surface d'un monde sans soleil. La première évidence concerne la lumière, ou plutôt son absence. Sur une planète errante, il fait nuit, une nuit absolue, permanente, éternelle. Aucun lever de soleil n'y a jamais eu lieu et aucun n'y aura jamais lieu. Le ciel n'offre que les étoiles, immobiles saison après saison, puisqu'aucune orbite ne fait défiler les constellations et la traînée laiteuse de la galaxie en travers du firmament. À midi comme à minuit, ces mots n'y signifiant d'ailleurs plus rien, le paysage baigne dans une pénombre des millions de fois plus faible que notre clair de lune. On pourrait en conclure que ces mondes sont aussi des enfers de froid, et pour beaucoup d'entre eux, c'est exact,
avec des températures de surface qui plongent vers le zéro absolu, à peine réchauffées par la faible lueur des étoiles. Mais, et c'est ici que l'histoire devient étonnante, le froid n'est pas une fatalité. Une absence d'étoiles signifie aussi une absence de vent stellaire, ce flux de particules qui érode patiemment les atmosphères planétaires. Une planète errante peut donc conserver intacte une atmosphère très épaisse pendant des milliards d'années. Or, dès 1999, un article scientifique resté célèbre a montré qu'une planète de la taille de la Terre, enveloppée d'une atmosphère d'hydrogène suffisamment dense, pourrait retenir presque parfaitement sa propre chaleur interne, celle qui monte du noyau et du manteau, alimentée par la radioactivité naturelle des roches. Sous une telle couverture isolante, la surface pourrait rester tiède indéfiniment, assez tiède pour maintenir de l'eau liquide. Des océans dans le noir, des océans qui n'ont jamais reflété le moindre rayon de soleil, chauffés par en dessous, couverts d'une nuit sans fin, et pourtant liquides, clapotant doucement contre des rivages que personne n'éclaire. Si la vie devait exister sur un tel monde, elle ne ressemblerait à rien de ce que la photosynthèse a produit chez nous, puisque sans lumière, pas de plantes, pas d'algues, rien de vert. Mais notre propre planète nous fournit un modèle alternatif tout trouvé. Au fond de nos océans, le long des dorsales volcaniques, des écosystèmes entiers prospèrent dans l'obscurité totale, autour des sources hydrothermales. Des bactéries y tirent leur énergie non pas du soleil, mais de la chimie des fluides brûlants qui jaillissent du plancher océanique, et autour d'elles s'organisent des vers géants, des crevettes aveugles, des crabes blancs, toute une faune qui n'a jamais vu la lumière du jour et ne s'en porte pas plus mal. Une planète errante océanique pourrait héberger exactement ce genre de vie, discrète, chimique, patiente. Et le tableau s'enrichit encore si l'on ajoute des lunes. Une géante gazeuse, éjectée de son système, peut parfaitement emporter ses satellites dans son exil, et les forces de marée qu'elle exerce sur eux pétrissent leurs intérieurs, générant de la chaleur, exactement comme Jupiter réchauffe sa lune Europe et son océan caché sous la glace. Un système entier de lunes tièdes autour d'une géante sans soleil, voilà qui multiplierait les refuges possibles. Rien de tout cela n'est démontré, et il faut le dire clairement, aucune trace de vie n'a jamais été détectée où que ce soit en dehors de la Terre. Mais la simple possibilité change notre regard sur la galaxie. Les mondes habitables ne se cachent peut-être pas seulement dans la lumière des étoiles. Il en existe peut-être aussi, dans le noir, entre les étoiles, des milliards d'arches silencieuses portant leurs océans à travers le vide. Jusqu'ici, l'étrangeté tenait surtout au contexte, à la position des planètes, à leurs orbites, à leurs étoiles trop nombreuses ou absentes. Mais il est temps de nous pencher sur les planètes elles-mêmes, sur ce qui se passe dans leurs atmosphères et à leur surface. Et pour cela, quittons le froid des vagabondes pour l'autre extrémité du thermomètre, en direction d'un monde où la météo dépasse l'entendement. Ce monde s'appelle WASP-76b. Il fut découvert en 2013 par le programme WASP, un dispositif d'une modestie touchante au regard de ses résultats, puisqu'il s'agit de batteries de petits objectifs photographiques comparables à des téléobjectifs du commerce installés aux Canaries et en Afrique du Sud, qui photographient inlassablement de larges pans du ciel, nuit après nuit, pour y traquer les transits de planètes géantes. C'est ce réseau discret qui a repéré, à environ 640 années-lumière de nous, dans la constellation des Poissons, une géante gazeuse au comportement fascinant. WASP-76b tourne autour de son étoile, un astre un peu plus chaud et plus gros que le Soleil, en 1 jour et 8 dixièmes seulement, sur une orbite d'une proximité brûlante, environ 10 fois plus serrée que celle de Mercure autour de notre Soleil. Avant de plonger dans sa météo, arrêtons-nous un instant sur une question que l'on oublie souvent de poser, celle de savoir comment les astronomes peuvent bien connaître les caractéristiques d'une planète qu'aucun télescope ne verra jamais comme un disque. Une planète qui n'existe dans nos données que sous la forme d'une infime baisse de luminosité. La réponse constitue l'une des plus belles chaînes de déduction de la science moderne, et elle commence, curieusement, non pas par la planète, mais par l'étoile. Tout part de l'étoile. On mesure d'abord sa distance, aujourd'hui avec une précision remarquable, grâce au relevé du satellite européen Gaïa, qui a cartographié les positions et les parallaxes de près de 2 milliards d'astres. Connaissant la distance et l'éclat apparent de l'étoile, on en déduit sa luminosité réelle. Sa couleur ensuite révèle sa température de surface,
les étoiles bleues étant les plus chaudes et les rouges les plus froides. Et si l'étoile appartient à la séquence principale, autrement dit si elle brûle tranquillement son hydrogène comme la grande majorité des étoiles, alors luminosité et température suffisent à estimer sa masse et son rayon, car toutes ces grandeurs obéissent à des relations bien établies, calibrées sur des milliers d'étoiles étudiées en détail. Une fois l'étoile ainsi pesée et mesurée, la planète se laisse déchiffrer à son tour. La profondeur du transit, autrement dit le pourcentage de lumière masquée, donne directement le rapport des surfaces, et donc le rayon de la planète. Le petit balancement que la planète imprime à son étoile, mesurable par l'analyse fine de la lumière stellaire, livre sa masse grâce aux lois de la gravitation formulées par Newton. Et en combinant masse et rayon, on obtient la densité, qui distingue les mondes rocheux des boules de gaz. C'est ainsi que nous savons que WASP-76b est une géante gazeuse, à peine moins massive que Jupiter, mais gonflée par la chaleur jusqu'à près du double de son diamètre, une planète ballon à la densité étonnamment faible. Une orbite aussi serrée impose une autre conséquence, le verrouillage gravitationnel. Les forces de marée de l'étoile ont depuis longtemps freiné la rotation de la planète, si bien que WASP-76b présente en permanence la même face à son étoile, exactement comme la Lune présente toujours la même face à la Terre. Il en résulte deux hémisphères au destin radicalement opposé. Sur la face diurne, l'étoile trône éternellement au zénith, immense, et la température atteint environ 2400 degrés Celsius. À une telle température, les roches fondraient et les métaux eux-mêmes se vaporisent. Le fer, ce fer qui compose nos poutres et nos casseroles, se transforme là-bas en gaz, en vapeur métallique, flottant dans l'atmosphère surchauffée. Sur la face nocturne, plongée dans une nuit sans fin, le thermomètre redescend vers 1500 degrés, une fournaise selon nos critères, mais un froid relatif à l'échelle de ce monde, un écart de près de 1000 degrés entre les deux hémisphères. Et cet écart colossal engendre des vents furieux, des courants jets qui se ruent de la face jour vers la face nuit en emportant tout ce que l'atmosphère contient. C'est ici que l'histoire devient extraordinaire, car ce scénario de pluie métallique ne relève pas de la spéculation. Il a été mesuré. En 2020, une équipe internationale a publié dans la revue Nature les résultats obtenus avec un instrument nommé Espresso, un spectrographe d'une précision extrême installé sur le très grand télescope européen au sommet du Cerro Paranal, dans le désert d'Atacama, au Chili. Pendant que la planète transitait devant son étoile, une partie de la lumière stellaire a traversé le mince anneau d'atmosphère entourant la planète, et chaque élément chimique présent dans cette atmosphère y a laissé sa signature, en absorbant des longueurs d'onde bien précises, comme un code barres inscrit dans la lumière. Cette technique porte le nom de spectroscopie de transit, et elle permet, à des centaines d'années-lumière de distance, de renifler littéralement la composition de l'air d'un autre monde. Or, dans le cas de WASP-76b, les chercheurs ont détecté une signature abondante de fer à l'état de vapeur, avec une particularité troublante. La signature apparaissait clairement du côté de la planète, qui bascule du jour vers la nuit, au niveau de ce que l'on appelle le terminateur du soir, mais elle manquait à l'appel de l'autre côté, sur le terminateur du matin, là où l'atmosphère revient de la nuit vers le jour. Le fer vaporisé disparaissait donc quelque part pendant la traversée de la face nocturne. L'explication la plus cohérente tient en une image saisissante. Portée par les vents, la vapeur de fer quitte la fournaise diurne et pénètre dans l'hémisphère nocturne, où la température, plus basse de plusieurs centaines de degrés, la fait condenser. Le métal gazeux redevient liquide, se rassemble en gouttelettes et tombe. Il pleut du fer fondu dans la nuit de WASP-76b. Des averses de métal liquide chauffé au rouge, s'abattant dans des ténèbres balayées par des vents supersoniques, avant que les profondeurs de l'atmosphère ne revaporisent peut-être ces gouttes pour recommencer le cycle. C'était la première fois qu'une telle asymétrie chimique entre le soir et le matin d'une exoplanète était observée, et cette mesure a ouvert un champ entier de la science, l'étude de la météorologie des mondes ultra chauds. Depuis, WASP-76b n'a cessé de gâter les astronomes. Des analyses ultérieures y ont détecté toute une ménagerie chimique, du sodium, du magnésium, du calcium, du manganèse et même du barium,
un élément lourd que personne ne s'attendait à trouver flottant dans la haute atmosphère d'une planète où la gravité aurait dû le faire couler vers les profondeurs. Et en 2024, des observations du petit satellite européen Cheops ont suggéré un phénomène plus poétique encore. Les données montrent un excès de lumière récurrent au bord du disque planétaire, compatible avec ce que les physiciens appellent une gloire. Ce phénomène optique fait d'anneaux lumineux concentriques, cousins de l'arc-en-ciel, que l'on observe sur Terre autour de l'ombre des avions projetés sur les nuages et qui n'avaient jamais été vus ailleurs que sur Terre et sur Vénus. Si l'interprétation se confirme, et les auteurs eux-mêmes appellent à la prudence, il existerait donc, quelque part au-dessus des nuages brûlants de ce monde impossible, des couronnes de lumière irisée suspendues dans un ciel de métal vaporisé. Un arc-en-ciel de fer en somme, brillant pour personne depuis des millions d'années. WASP-76b n'est d'ailleurs pas un cas isolé, et puisque nous parlons de météorologie extraterrestre, offrons-nous un petit tour d'horizon des bulletins météo les plus invraisemblables de la galaxie. Première escale à seulement 63 années-lumière de la Terre, dans la petite constellation du Petit Renard, auprès d'une géante gazeuse qui détient un titre particulier. Elle fut la première exoplanète dont la couleur véritable a pu être mesurée. En 2013, en analysant la lumière réfléchie par la planète, juste avant qu'elle ne disparaisse derrière son étoile, le télescope Hubble a révélé un monde d'un bleu profond, un bleu cobalt somptueux qui, de loin, pourrait évoquer notre chère planète bleue. Mais la ressemblance s'arrête brutalement là, car ce bleu ne doit rien à des océans. Il proviendrait de nuages chargés de fines particules de silicate, autrement dit de la matière première du verre, qui diffuse la lumière bleue de son étoile. Sur ce monde chauffé à plus de 1000 degrés, verrouillé lui aussi face à son étoile, les modèles décrivent des vents dépassant les 8000 km/h, plusieurs fois la vitesse du son. Dans un tel ouragan permanent, les particules vitreuses ne tombent probablement pas à la verticale. Elles voleraient à l'horizontale, en rafales cinglantes, une mitraille de verre microscopique, fouettant l'atmosphère à des vitesses hypersoniques. Une pluie qui ne tombe pas mais qui traverse le ciel de part en part. Deuxième escale, un monde qui détient le record de la discrétion. Découverte en transit devant son étoile à environ 750 années-lumière, cette géante gazeuse s'est révélée, lorsque le télescope Kepler a mesuré la lumière qu'elle réfléchit, être la planète la plus sombre jamais observée. Elle renvoie à moins d'1% de la lumière qui la frappe. Pour donner un ordre de comparaison, le charbon en réfléchit davantage, la peinture noire aussi. Cette planète est plus noire que le noir, un trou d'encre glissant devant les étoiles. Les astronomes soupçonnent son atmosphère brûlante, riche en vapeur de sodium et de potassium qui avalent la lumière visible, d'être responsable de cette absorption presque parfaite. Mais le détail du mécanisme reste débattu. Et le tableau se pare d'une touche gothique, car à plus de 1000 degrés, la planète n'est pas totalement invisible. Comme une braise, elle émet sa propre lueur, un rougeoiement sombre et sourd. Imaginez ce monde de près, une sphère d'obscurité presque parfaite, soulignée d'un halo rouge braise, dérivant en silence autour de son étoile. Troisième escale, à 41 années-lumière, dans la constellation du Cancer, autour d'une étoile visible à l'œil nu par une belle nuit. Là tourne une super-Terre devenue l'une des planètes les plus étudiées de toute l'histoire, un monde d'environ 2 fois le diamètre de la Terre et 8 fois sa masse, qui boucle son année en moins de 18 heures. Une telle proximité avec son étoile la condamne à des températures dantesques, et sa face diurne serait couverte d'un océan, mais pas un océan d'eau, un océan de magma, une mer de roches fondues s'étendant d'un horizon à l'autre, dont la surface rougeoyante libère des vapeurs minérales. Cette planète a connu son heure de gloire médiatique lorsque des chercheurs ont proposé qu'elle puisse être riche en carbone, au point d'abriter, dans ses profondeurs comprimées, d'épaisses couches de diamants, ce qui lui a valu dans la presse le surnom de planète de diamants. Décidément, un titre convoité dans notre galaxie. Les études ultérieures ont tempéré cet enthousiasme, la composition carbonée supposée de l'étoile ayant été revue à la baisse, et l'hypothèse du diamant reste aujourd'hui une possibilité incertaine plutôt qu'une conclusion. Mais ce monde n'a pas besoin de diamants pour fasciner. Les observations récentes du télescope James Webb suggèrent qu'il parvient, contre toute attente, à maintenir une atmosphère
peut être régénérée en permanence par les gaz qui s'échappent de son océan de lave, une atmosphère qui semble même changer d'apparence d'une observation à l'autre, comme si la planète respirait. Quatrième escale, et celle-ci a quelque chose de tragique. Il existe, à plus de 1000 années-lumière, une géante gazeuse si proche de son étoile qu'elle en épouse la gravité au point d'en perdre sa forme. Les forces de marée l'étirent en permanence et les modèles indiquent qu'elle n'est plus sphérique mais ovale, déformée comme un ballon de rugby ou comme un œuf. Pire, la matière de ses couches externes, chauffée et étirée, s'échappe continuellement vers l'étoile, aspirée en un long filament de gaz. La planète se vide, dévorée vivante par l'astre qui l'éclaire. Et les mesures répétées de ces transits, accumulées sur près de 2 décennies, ont révélé le verdict. Son orbite rétrécit. Chaque année, la planète spirale un peu plus bas, et les calculs lui accordent quelques millions d'années tout au plus, avant le plongeon final, une paille à l'échelle cosmique. Nous assistons, presque en direct, au dernier chapitre de l'existence d'un monde. Dernière escale de ce tour d'horizon, un monde qui incarne l'excentricité au sens propre. La plupart des planètes suivent des orbites presque circulaires, mais celle-ci parcourt une trajectoire follement allongée, davantage digne d'une comète que d'une planète, l'une des orbites les plus excentriques jamais mesurées pour un monde en transit. Pendant la majeure partie de son année de 111 jours, cette géante gazeuse voyage à bonne distance de son étoile, dans une froideur relative. Puis vient le grand plongeon. En quelques jours, elle fonce vers son étoile, jusqu'à la frôler à une distance environ 30 fois plus courte que celle de son point le plus éloigné, puis repart aussitôt vers le large. Les conséquences de ce passage rasant ont été mesurées par le télescope spatial Spitzer, et elles donnent le vertige. En l'espace de quelques heures seulement, la température de son atmosphère bondit d'environ 500 degrés à plus de 1200 degrés. Chaque périhélie déclenche une tempête planétaire globale, un embrasement soudain de toute l'atmosphère, suivi de mois de lente convalescence pendant que la planète s'éloigne et refroidit jusqu'au plongeon suivant. Un monde qui vit au rythme d'une gigantesque respiration thermique, brûlée puis apaisée, encore et encore, depuis des milliards d'années. Ce tour d'horizon des météos extrêmes ne serait pas complet sans une remarque qui renverse la perspective, car à force de contempler l'exotisme des autres mondes, on finit par découvrir que le plus étrange des systèmes planétaires pourrait bien être le nôtre. Lorsque les astronomes dressent le portrait statistique des milliers de planètes détectées, une catégorie domine largement le recensement, des mondes dont le diamètre se situe entre celui de la Terre et celui de Neptune, que l'on appelle, selon leur taille, des super-terres ou des mini-Neptunes. Ces planètes intermédiaires représentent, de très loin, le format le plus répandu de la galaxie. Or, notre système solaire n'en contient aucune, pas une seule. Nous passons directement de la Terre, la plus grande des planètes rocheuses, à Uranus et Neptune, déjà 4 fois plus larges, en sautant précisément la case la plus populaire de l'univers. Autrement dit, le type de planète le plus banal de la galaxie constitue, vu de chez nous, une créature parfaitement exotique dont nous ne possédons aucun spécimen à étudier de près, et les théoriciens débattent encore de la nature profonde de ces mondes intermédiaires. Certains seraient des boules rocheuses enveloppées d'hydrogène, d'autres des mondes océans, au sens le plus vertigineux du terme, composés d'une fraction considérable d'eau. Le cas le plus étudié de cette famille se trouve à une 50aine d'années-lumière, autour d'une petite naine rouge, un monde d'environ 2 fois et demi le diamètre de la Terre, que les observations récentes, notamment celles du télescope James Webb, décrivent enveloppé d'une atmosphère brumeuse et opaque, probablement gorgée de vapeur d'eau surchauffée. Les modèles évoquent un monde vapeur, une planète dont l'eau ne se répartit pas comme chez nous en océans, en nuages et en calottes, mais forme une enveloppe brûlante et pressurisée, passant progressivement d'une brume épaisse à des états de la matière qui n'existent nulle part à la surface de la Terre, des fluides, ni tout à fait liquides, ni tout à fait gazeux, comprimés dans des profondeurs sans fond ni surface. Aucun rivage, aucune vague, aucune limite nette nulle part, juste une descente infinie à travers des brumes de plus en plus denses et de plus en plus chaudes. Voilà peut-être à quoi ressemble la planète moyenne de notre galaxie. Et le simple fait que nous soyons obligés de le deviner en dit long sur la singularité de notre propre adresse cosmique. Toutes ces fournaises soulèvent une question limpide.
celle de savoir jusqu'où le thermomètre peut grimper et quel monde détient le titre de planète la plus chaude jamais mesurée. La réponse actuelle porte un nom, Kelt 9b, et son histoire commence par un clin d'œil charmant. Le programme qui l'a découverte s'appelle KELT, un acronyme anglais que l'on pourrait traduire par télescope extrêmement petit couvrant 1000 degrés carrés, un nom choisi avec humour en pied de nez au projet de télescope extrêmement grand, car l'instrument se compose de 2 modestes dispositifs équipés d'objectifs comparables à ceux d'un appareil photo ordinaire. Et c'est ce matériel de photographe amateur qui a débusqué, en 2017, la planète la plus chaude jamais mesurée. Elle se trouve à environ 670 années-lumière dans la constellation du Cygne et tourne autour d'une étoile qui n'a rien d'ordinaire. Kelt 9, l'étoile haute, brille à près de 10 000 degrés Celsius en surface, presque le double de notre Soleil, un fourbe blanc d'une luminosité redoutable. Les planètes se font extrêmement rares autour d'étoiles aussi chaudes, dont le rayonnement disperse rapidement les disques où naissent les mondes, et pourtant, une géante gazeuse s'y accroche, sur une orbite suicidaire. Kelt 9b pèse environ 3 fois la masse de Jupiter pour près du double de son diamètre, et elle boucle son année en 1 jour et demi, à environ 5 millions de kilomètres de la surface de son étoile, environ 10 fois plus près que Mercure ne l'est du Soleil. À une telle distance d'un tel brasier, sa face diurne atteint environ 4300 degrés Celsius. Prenez le temps de savourer l'absurdité de ce chiffre. 4300 degrés, c'est plus chaud que la surface de la grande majorité des étoiles de la galaxie. Toutes les naines rouges, qui représentent les 3/4 des étoiles, plafonnent bien en dessous. Les naines oranges aussi. Si vous placiez Kelt 9b à côté d'une naine rouge ordinaire, la planète serait plus chaude que l'étoile. Un monde qui n'a jamais produit la moindre étincelle de fusion nucléaire surpasse en température des astres qui brûlent depuis des milliards d'années, simplement parce qu'il rôtit contre un four démesuré. À bord de cette planète, la chimie elle-même capitule. La chaleur I est telle que les molécules ne survivent pas sur la face diurne. Les molécules d'hydrogène, ces couples d'atomes solidement unis qui composent l'essentiel de la planète, sont littéralement déchirés en atomes isolés. Ces atomes esselés sont ensuite emportés par les vents vers la face nocturne, où la température redescend suffisamment pour qu'ils se retrouvent et se réassemblent en molécules, avant que la circulation atmosphérique ne les ramène côté jour, où tout recommence. La planète défait et refait sa propre chimie à chaque tour, un cycle perpétuel de déchirement et de retrouvailles moléculaires. Les spectres de sa haute atmosphère y ont par ailleurs révélé du fer et du titane à l'état de vapeur, y compris sous forme ionisée, autrement dit des atomes de métal auxquels la fournaise arrache des électrons, une signature que l'on rencontre habituellement dans les atmosphères des étoiles, pas des planètes. Un tel régime ne peut pas durer éternellement, et Kelt 9b se consume effectivement sous nos yeux. Son atmosphère, gonflée par la chaleur, déborde de l'emprise gravitationnelle de la planète, et l'hydrogène s'en échappe en un flot continu que les mesures évaluent à des dizaines, voire des centaines de milliers de tonnes par seconde, formant probablement une queue de gaz diffuse dans le sillage de la planète, à la manière d'une comète démesurée. Même à ce rythme, la planète est si massive qu'elle mettrait des milliards d'années à s'évaporer entièrement, mais elle ne disposera jamais d'un tel délai. Son étoile, massive et dépensière, épuisera son hydrogène en quelques centaines de millions d'années, puis enflera démesurément, et tout indique qu'elle engloutira alors sa planète d'un seul coup. Kelt 9b est un condamné en sursis qui brûle sa peine au Soleil. Et pour parachever le portrait, cette planète possède l'une des orbites les plus singulières qui soient, car elle ne tourne pas autour de l'équateur de son étoile, comme le font sagement les planètes de notre système, mais presque au-dessus de ses pôles, croisant à chaque révolution les 2 hémisphères de l'astre. Or son étoile tourne sur elle-même si vite qu'elle s'aplatit, renflée à l'équateur, plus chaude et plus brillante aux pôles. En survolant alternativement les pôles éblouissants et l'équateur légèrement assombri, la planète subit ainsi 2 étés et 2 hivers à chaque orbite. 2 étés et 2 hivers en 36 heures. Le calendrier le plus frénétique de la galaxie connue. Des planètes plus chaudes que des étoiles, voilà qui invite naturellement à la question suivante:
celle de savoir s'il peut exister des planètes plus grandes que des étoiles. L'intuition proteste immédiatement, tant l'image classique d'un système stellaire place une étoile énorme au centre et de petites planètes autour. Et pourtant, la réponse est oui, sans la moindre ambiguïté. Et pour le comprendre, il faut d'abord préciser le vocabulaire. Quand on parle de la taille d'un astre, on parle de son volume, de son diamètre, et non de sa masse, et ces deux notions divergent parfois de façon spectaculaire. Commençons par la masse, car c'est elle qui décide du statut d'étoile. Pour mériter ce titre, un objet doit allumer en son cœur la fusion de l'hydrogène, et cela exige une masse minimale d'environ 8% de la masse du Soleil, ce qui représente tout de même environ 80 fois la masse de Jupiter. En dessous de ce seuil, la pression et la température centrale ne suffisent pas, et l'objet reste une naine brune, un astre raté, tiède, qui brille faiblement de sa chaleur de formation avant de s'éteindre lentement. Plus bas encore, en dessous d'environ 13 masses de Jupiter, on quitte même le domaine des naines brunes pour entrer dans celui des planètes. Voilà pour le plancher. Côté plafond, la théorie situe la limite de stabilité d'une étoile aux alentours de 150 masses sans masse solaire, au-delà de quoi son propre rayonnement devrait la déchiqueter, même si, nous l'avons évoqué, quelques monstres observés dans les amas les plus extrêmes semblent narguer cette limite avec des masses estimées à environ 200 masses solaires, voire davantage, selon certaines analyses. Mais, et c'est le point crucial, une grande masse n'implique pas un grand volume. L'exemple le plus renversant, nous l'avons déjà croisé ce soir, ce sont les étoiles à neutrons, une à 2 fois la masse du Soleil, comprimée dans une sphère d'une vingtaine de kilomètres de diamètre. La masse de centaines de milliers de terres dans le volume d'une grande ville. À côté d'un tel objet, presque n'importe quelle planète fait figure de géante. Les planètes découvertes autour des pulsars, ces mondes spectraux du début de notre voyage, mesurent des milliers de kilomètres de diamètre, quand leur étoile morte n'en mesure que 20. La planète de Diamant, avec ses dizaines de milliers de kilomètres, s'étend 1000 fois plus large que le pulsar qu'elle accompagne, tout en pesant 1000 fois moins que lui. Autour de ces phares éteints, la hiérarchie des tailles est intégralement renversée, de minuscules soleils morts, escortés par des planètes qui les éclipsent totalement. Les étoiles à neutrons ne sont d'ailleurs pas les seuls astres minuscules à pouvoir être surpassés par leurs planètes. Il existe une catégorie de petites étoiles bien plus répandues, les naines blanches, et leur histoire concerne directement notre propre avenir. Une naine blanche représente le destin final des étoiles ordinaires, celles qui, comme notre Soleil, n'ont pas la masse nécessaire pour exploser en supernova. Quand une telle étoile épuise son carburant, elle traverse d'abord une phase de géante rouge, gonflant jusqu'à des centaines de fois son diamètre initial, puis elle expulse en douceur ses couches externes, qui s'éloignent en formant une somptueuse bulle de gaz coloré que l'on appelle, par un caprice historique du vocabulaire, une nébuleuse planétaire, bien qu'elle n'ait rien à voir avec les planètes. Au centre de cette bulle subsiste le cœur mis à nu de l'étoile, une naine blanche, une sphère de la taille approximative de la Terre, concentrant pourtant une masse comparable à celle du Soleil. Aucune fusion ne s'y produit plus. La naine blanche ne brille que de sa chaleur résiduelle, comme une braise tirée du feu, et elle passera les milliards d'années suivantes à refroidir doucement, à pâlir, jusqu'à s'éteindre un jour tout à fait. Sirius, l'étoile brillante de nos nuits d'hiver, possède justement pour compagne l'une de ces braises, une naine blanche de la masse du Soleil et de la taille de la Terre, premier exemple historique de ces astres déconcertants dont la densité laissa les astronomes du XIXe siècle parfaitement incrédules. Une question se pose alors naturellement, celle de savoir ce que deviennent les planètes quand leur étoile traverse cette agonie. Celles qui orbitent trop près se font engloutir pendant la phase de géante rouge, et c'est très probablement le sort qui attend Mercure et Vénus, peut-être la Terre elle-même, lorsque notre Soleil entamera sa propre transformation dans environ 5 milliards d'années. Mais les planètes plus lointaines peuvent survivre au cataclysme et continuer ensuite à tourner autour du petit résidu blanc. Or, ces survivantes, si ce sont des géantes gazeuses, mesurent alors 10 fois le diamètre de leur étoile. Pendant longtemps, cette configuration est restée théorique, jusqu'à une découverte annoncée en 2020 grâce au satellite TESS. Autour d'une naine blanche située à environ 80 années-lumière, dans la constellation du Dragon,
les astronomes ont détecté le transit d'un objet de la taille de Jupiter, un monde baptisé WD 1856b. Chaque fois que cet objet passe devant la minuscule naine blanche, il en masque plus de la moitié de la lumière, là où les transits ordinaires grappillent des fractions de pourcent. Un géant défilant devant un lampion, et sa position pose une énigme merveilleuse, car il boucle son orbite en 1 jour et demi à peine, à une distance si courte que la géante rouge d'autrefois englobait entièrement la région qu'il occupe aujourd'hui. Il n'a donc pas pu survivre sur place. Il a forcément migré vers l'intérieur après la mort de l'étoile, guidé peut-être par les perturbations gravitationnelles d'autres planètes du système encore non découvertes, ou par celles de 2 petites étoiles rouges qui accompagnent la naine blanche à bonne distance. Un rescapé qui, après le naufrage de son soleil, serait venu se blottir contre l'épave. Restait une incertitude de taille, celle de savoir s'il s'agissait vraiment d'une planète ou d'une naine brune, la méthode du transit ne fournissant que le diamètre, pas la masse. La réponse est tombée en 2025 et elle illustre magnifiquement la puissance du télescope spatial James Webb. En scrutant le système dans l'infrarouge, le télescope a réussi à isoler la lueur thermique propre de l'objet, une prouesse, et cette lueur s'est révélée si faible qu'elle borne sa masse à moins de 6 fois celle de Jupiter, très probablement autour de 5. Le verdict est sans appel, c'est bien une planète. Et les mêmes mesures lui ont attribué un record inattendu, une température moyenne d'environ -87 degrés Celsius, ce qui en fait la planète la plus froide dont la lumière ait jamais été captée directement. Un monde à peine plus tiède que Jupiter, vieux d'environ 10 milliards d'années, blotti contre le cadavre tiède de son étoile. Nous tenons donc désormais la preuve formelle et définitive que des planètes plus grandes que leur étoile existent. Celle-ci mesure environ 7 fois le diamètre de son Soleil éteint. Le tableau final de ce système donne matière à rêverie. Une braise blanche de la taille de la Terre, un globe géant 10 fois plus vaste qui la contourne inlassablement dans un froid polaire, et tout autour, la nuit du vieil univers. Chez les étoiles vivantes de la séquence principale, la compétition se révèle plus serrée, car la fusion nucléaire gonfle les étoiles de l'intérieur, la pression du rayonnement soutenant leur couche contre la gravité. Même les plus petites naines rouges conservent ainsi des diamètres respectables. Mais tout en bas de l'échelle stellaire, juste au-dessus de la frontière des naines brunes, on trouve des étoiles étonnamment compactes. La plus petite étoile confirmée à ce jour, découverte en 2017 dans un système double, affiche un diamètre à peine supérieur à celui de Saturne, tout en pesant 85 fois la masse de Jupiter. Une étoile authentique, avec de la fusion nucléaire en son cœur, pas plus grande que Saturne. Or, de l'autre côté de la frontière, certaines planètes voient grand. Les géantes gazeuses les plus chauffées, ces planètes ballons dont l'atmosphère gonfle sous le rayonnement de leur étoile toute proche, atteignent près de 2 fois le diamètre de Jupiter, autrement dit, nettement plus que notre étoile naine de la taille de Saturne. Une telle planète posée à côté de cette étoile la dominerait de toute sa circonférence. La galaxie contient donc très certainement de nombreux couples où la planète surpasse l'étoile vivante qui l'éclaire, même si la détection directe de tels duos reste un défi, les petites étoiles rouges étant discrètes et leurs planètes lointaines encore davantage. La quête de la plus grande planète connue nous emmène d'ailleurs vers les frontières les plus floues de la discipline. Parmi les candidats au titre figure un objet photographié dès 2005 autour d'une très jeune étoile de la constellation du Loup, à environ 500 années-lumière. Ce compagnon, l'un des tout premiers à avoir été littéralement pris en photo, intrigue par son gonflement. Les estimations lui accordent jusqu'à 3 fois le diamètre de Jupiter, un chiffre exceptionnel qui s'explique par son extrême jeunesse, l'objet étant encore chaud et dilaté par sa formation récente, pas encore contracté à sa taille adulte. Mais les mêmes analyses laissent sa masse dans un flou considérable, quelque part entre une grosse planète et une naine brune bien tassée, si bien que son titre de plus grande planète reste suspendu à une incertitude fondamentale, celle de savoir s'il s'agit seulement d'une planète. D'autres jeunes compagnons photographiés autour d'étoiles adolescentes, dans la constellation du Taureau notamment, présentent le même mélange de démesure et d'ambiguïté. Et un cas voisin illustre à merveille cette zone grise, celui d'un objet situé à quelques dizaines d'années-lumière seulement, qui orbite en une dizaine de milliers d'années
autour d'un couple de petites étoiles rouges. Le télescope James Webb en a dressé en 2023 le portrait atmosphérique le plus détaillé jamais obtenu pour un objet de ce type, y révélant des nuages de silicates, littéralement des nuages de sable chaud, brassés par une météo si turbulente que sa luminosité change de façon mesurable au fil de sa journée de 22 heures, ce qui en fait l'un des mondes les plus variables jamais observés. Sa masse, quelque part entre 12 et 20 fois celle de Jupiter, le place exactement à cheval sur la frontière entre planète et naine brune. Les astronomes eux-mêmes hésitent sur la case à cocher, et cette hésitation n'a rien d'un échec. Elle nous rappelle que nos catégories, planète, naine brune, étoile, sont des mots humains posés sur un continuum que la nature ne s'est jamais engagée à respecter. Avant d'aborder le dernier monde de notre voyage, il faut encore saluer quelques planètes qui défient nos attentes d'une manière plus subtile, non par leur record de taille ou de température, mais par leur simple refus d'obéir aux règles que nous pensions comprendre. La première catégorie porte un surnom délicieux, les planètes Barbapapa. Autour d'une étoile semblable à un jeune soleil, située à environ 2600 années-lumière, le télescope Kepler a repéré 3 planètes de la taille approximative de Jupiter, mais dont les masses, mesurées par la suite, se sont révélées absurdement faibles, à peine quelques fois celles de la Terre. Faites le calcul de la densité, et le résultat laisse songeur. Ces mondes affichent une densité d'environ 1/100 de celle de la Terre, comparable, littéralement, à celle de la Barbapapa. Ce sont des ballons cosmiques, d'immenses sphères de gaz si ténues qu'on pourrait presque les qualifier de nuages sphériques, gonflés par des mécanismes que les théoriciens cherchent encore à cerner, atmosphères d'hydrogène dilatées par la chaleur interne de planètes très jeunes, ou vastes enveloppes soutenues par des brumes en haute altitude. Une chose paraît certaine, ces enveloppes vaporeuses fuient dans l'espace, et ces planètes se dégonfleront au fil des âges pour rejoindre des catégories plus raisonnables. Nous les surprenons dans une phase éphémère de leur adolescence, des ballons de baudruche cosmiques photographiés avant qu'ils ne se vident. La deuxième catégorie bouscule quelque chose de plus fondamental encore, le sens de la circulation. Dans un système planétaire ordinaire, tout tourne dans le même sens, l'étoile sur elle-même, les planètes autour d'elle, héritage commun de la rotation du nuage de gaz originel. C'est le cas dans notre système solaire, où tous les mondes avancent dans le sens de rotation du Soleil. On imaginait cette règle universelle jusqu'à la découverte, en 2009, d'une géante gazeuse qui orbite à rebours, en sens inverse de la rotation de son étoile. Une planète à contresens, remontant éternellement le courant. D'autres ont suivi, ainsi que des planètes aux orbites polaires, passant au-dessus des pôles de leur étoile, comme celle que nous avons croisée autour de Kelt 9. Ces trajectoires rebelles racontent des passés violents, des rencontres rapprochées d'entre planètes qui catapultent l'une d'elles sur une orbite folle, des influences gravitationnelles d'étoiles compagnes qui font lentement basculer les plans orbitaux au fil des millions d'années. Chaque orbite à contresens constitue la cicatrice d'un drame ancien, et en la mesurant, les astronomes font l'archéologie des catastrophes oubliées. La troisième anomalie touche à la survie même. En 2023, une équipe a annoncé dans la revue Nature la découverte d'une planète qui, en toute rigueur, ne devrait plus exister. Elle tourne autour d'une étoile géante de la constellation de la Petite Ourse. Une étoile en fin de vie qui, d'après tous les modèles d'évolution stellaire, a déjà traversé une phase d'expansion, l'amenant à engloutir la région où la planète circule aujourd'hui tranquillement. La planète aurait donc dû être avalée et détruite. Elle est pourtant là, sereine, bouclant son orbite en 3 mois environ. Les explications proposées rivalisent d'inventivité. L'étoile pourrait avoir fusionné autrefois avec une compagne, un cataclysme qui aurait paradoxalement interrompu son expansion juste avant qu'elle ne dévore sa planète. Ou bien, la planète serait une enfant de la catastrophe, un monde de seconde génération, condensé après coup dans le nuage de débris libéré par la fusion des 2 étoiles, une planète née des cendres de ses parents. Ou encore, hypothèse plus radicale, la planète aurait réellement été engloutie et aurait survécu à la traversée des couches externes de l'étoile, s'en échappant amaigrie mais entière. Quel que soit le scénario, ce monde miraculé démontre que même la mort d'une étoile ne signe pas forcément l'arrêt de l'histoire planétaire. Enfin, il faut évoquer une famille de mondes moins spectaculaires en apparence,
mais qui pourrait bien compter parmi les plus importants de toute la galaxie, les planètes globes oculaires. Le surnom vient de leur apparence supposée. Autour des naines rouges, ces étoiles discrètes qui dominent le recensement galactique, la zone tempérée, celle où l'eau peut rester liquide, se situe très près de l'étoile, si près que toute planète qui s'y trouve subit le verrouillage gravitationnel que nous avons déjà rencontré, une face en jour perpétuel, l'autre en nuit sans fin. Sur un monde tempéré et doté d'eau, cette configuration dessinerait un visage singulier. Côté jour, sous un soleil rouge immobile cloué au zénith, un océan ou un désert selon la sécheresse du monde. Côté nuit, une calotte de glace éternelle. Et entre les deux, sur l'anneau du Terminateur, une bande de crépuscule perpétuel faisant le tour complet de la planète, une zone où le soleil rouge reste éternellement posé sur l'horizon, baignant les paysages d'une lumière rasante de fin de journée qui ne finit jamais. Vue de l'espace, la planète évoquerait d'un œil une pupille sombre ou brillante, cerclée d'un iris de glace. Si la vie devait apparaître sur un tel monde, cette couronne crépusculaire, tempérée entre la fournaise et le gel, offrirait peut-être le refuge idéal, un ruban d'éternel soir de quelques centaines de kilomètres de large, ceinturant la planète entière. Des forêts du crépuscule, des mers du soir permanent, sous un ciel où rien ne bouge jamais. Les planètes de ce type figurent en toute première place sur les listes de cibles du télescope James Webb et de ses successeurs, car les naines rouges, petites et discrètes, laissent leurs planètes se détacher plus nettement dans les données. Il se pourrait donc que le premier monde extraterrestre dont nous étudierons finement le climat soit justement l'un de ces globes oculaires suspendus dans le crépuscule. Et le candidat le plus émouvant de cette famille se trouve à notre porte, à un peu plus de 4 années-lumière, autour de Proxima du Centaure, l'étoile la plus proche du Soleil. Depuis 2016, nous savons que cette petite naine rouge héberge une planète d'une masse au moins comparable à celle de la Terre, qui boucle son année en 11 jours à peine et reçoit de son étoile discrète juste assez de lumière pour se situer dans la zone tempérée, celle où l'eau liquide devient envisageable. La planète la plus proche de nous en dehors du système solaire pourrait donc être un monde tempéré de type terrestre, très probablement verrouillé face à son étoile, avec sa face de jour perpétuel, sa face de nuit sans fin et, qui sait, son anneau de crépuscule éternel. Il faut aussitôt tempérer l'enthousiasme, car Proxima appartient à la catégorie des naines rouges les plus colériques, et ses éruptions arrosent régulièrement sa planète de rayonnement, au point que la survie d'une atmosphère sur ce monde reste une question entièrement ouverte, que les télescopes de la prochaine génération tenteront de trancher. Mais la simple existence de cette voisine change quelque chose à notre rapport au ciel. La première escale du premier voyage interstellaire de l'humanité, si ce voyage a lieu un jour, possède déjà une adresse, et cette adresse abrite une planète. Nous avons traversé bien des merveilles au cours de cette nuit, des orbites de quelques heures et des années d'1 million d'années, des ciels à 7 soleils et des mondes sans aucun soleil, des pluies de fer, des planètes plus chaudes que des étoiles et plus grandes que leur étoile. Mais il reste un dernier monde à visiter, et il a été gardé pour la fin parce qu'il serait, si son interprétation la plus célèbre se confirme, le plus photogénique de tous, un monde dont la simple description ressemble à une peinture. Il s'agit de l'objet que les astronomes désignent sous le nom de J1407b, et son histoire mérite d'être racontée depuis le début, car c'est une véritable enquête, avec ses indices, ses rebondissements et son mystère toujours ouvert. Il faut d'abord rappeler une chose surprenante, la difficulté que nous avons toujours eue à repérer des anneaux autour des planètes, même dans notre propre système solaire. Les anneaux de Saturne, immenses et lumineux, sautent aux yeux dans la moindre lunette astronomique depuis le XVIIe siècle. Mais les autres ont su rester cachés pendant des siècles. Les anneaux d'Uranus n'ont été découverts qu'en 1977, et par accident, alors que des astronomes observaient la planète passer devant une étoile lointaine pour étudier son atmosphère. À leur grande surprise, la lumière de l'étoile s'est mise à clignoter plusieurs fois avant le passage de la planète, puis à clignoter de nouveau, symétriquement, après. Quelque chose d'invisible entourait Uranus et hachait la lumière, une famille d'anneaux fins et sombres. Les anneaux de Jupiter, ténus et poussiéreux, n'ont été aperçus qu'en 1979 sur les images de la sonde Voyager qui frôlait la planète.
et ceux de Neptune ont attendu les années 1980 pour se trahir lors d'occultations d'étoiles, avant d'être confirmés par le passage de Voyager 2 en 1989. La leçon vaut d'être retenue. Sans sonde sur place, un système d'anneaux ne se révèle pratiquement que d'une seule manière, en passant devant une étoile et en sculptant sa lumière. Voilà précisément le genre de signal qui allait surgir, des années plus tard, dans les données d'un programme qui ne cherchait pas du tout cela. Retour au programme Super WASP, ce réseau de petits objectifs photographiques que nous avons déjà croisés, occupé à surveiller la luminosité de millions d'étoiles. En avril et mai 2007, ces caméras ont enregistré, sans que personne ne le remarque sur le moment, un événement extraordinaire autour d'une étoile jeune de la constellation du Centaure, distante d'environ 450 années-lumière. Cette étoile, un peu moins massive que le Soleil et âgée d'une quinzaine de millions d'années à peine, une véritable nouveau-né à l'échelle stellaire, a vu sa lumière s'effondrer et remonter en une série de fluctuations d'une complexité inouïe, étalée sur 56 jours. Pendant près de 2 mois, sa luminosité a oscillé nuit après nuit, chutant parfois de 95%. Une planète ordinaire passant devant une étoile en masque, 1% tout au plus. Là, l'étoile disparaissait presque entièrement, puis revenait, puis replongeait, comme si un objet immense et structuré, plein d'épaisseurs et de vide, défilait lentement devant elle. Ce trésor est resté enfoui dans les archives jusqu'à ce qu'un jeune chercheur de l'université de Rochester, épluchant les données avec son directeur, tombe sur cette courbe de lumière invraisemblable vers la fin de 2010. L'analyse, publiée en 2012, proposait une explication audacieuse. Ce qui avait défilé devant l'étoile pendant 56 jours serait un compagnon invisible, de masse planétaire ou proche, entouré d'un gigantesque système d'anneaux, et chaque plongeon de la courbe de lumière correspondrait au passage d'un anneau, chaque remontée à une lacune entre 2 anneaux. Les modélisations ultérieures ont donné à cette hypothèse des proportions à couper le souffle. Pour reproduire les fluctuations observées, il faut un disque composé d'une trentaine d'anneaux au moins, s'étendant jusqu'à environ 90 millions de kilomètres du corps central. 90 millions de kilomètres de rayon. Les anneaux principaux de Saturne s'arrêtent, eux, à environ 140 000 kilomètres du centre de la planète. Le disque de J1407b serait donc des centaines de fois plus étendu, avec une envergure totale comparable à l'orbite de Vénus autour du Soleil. Si l'on remplaçait les anneaux de Saturne par ceux-là, ils domineraient nos nuits terrestres, plus vastes dans notre ciel que la pleine lune, visibles en plein jour, une arche de lumière déployée au-dessus des paysages. La quantité de matière nécessaire pour de tels anneaux se chiffrerait en dizaines de masses lunaires, de quoi fabriquer des lunes entières. Et justement, le modèle contient un détail qui enchante les astronomes. Au sein du disque, au moins une lacune bien nette, une avenue vide découpée dans les anneaux, exactement le genre de sillon qu'une lune en formation creuse dans un disque en balayant la matière le long de son orbite. Nous aurions donc surpris, autour de ce monde, la naissance d'un satellite, une exolune en train de se construire, sculptant les anneaux de son berceau, comme les lunes de Saturne sculptent les leurs. Dans ce scénario, les anneaux géants ne seraient d'ailleurs pas éternels. Ils représenteraient une phase de jeunesse, le disque de matière résiduelle, entourant une planète nouveau-née, appelée à se condenser en un cortège de lunes en quelques millions d'années. Notre propre Jupiter, notre propre Saturne, ont probablement porté de tels disques dans leur enfance il y a plus de 4 milliards d'années. Observer J1407b reviendrait à contempler une photographie de notre propre passé. Voilà pour le rêve. Vient maintenant le temps de l'honnêteté, car cette histoire magnifique s'accompagne d'un doute sérieux qui s'est épaissi au fil des années. Si le compagnon aux anneaux tourne réellement autour de cette étoile, il doit repasser devant elle à chaque orbite, et les premières estimations lui prêtaient une période d'une dizaine d'années. Or, depuis l'éclipse de 2007, les astronomes surveillent l'étoile avec attention, et rien ne s'est jamais reproduit. Pas la moindre nouvelle éclipse. Des chercheurs ont même exhumé plus d'1 siècle de plaques photographiques d'archives, ces trésors de verre accumulés par les observatoires depuis la fin du 19e siècle, pour vérifier si l'étoile avait cligné par le passé. Là encore, rien. Et le coup le plus rude est venu du grand réseau d'antennes ALMA,
dans le désert chilien, capable de détecter la faible chaleur émise par un disque de poussière. Ces observations n'ont trouvé aucun compagnon en orbite autour de l'étoile, mais elles ont repéré une petite source de rayonnement à côté d'elle, décalée, positionnée à peu près là où se trouverait l'objet de 2007 s'il ne tournait pas autour de l'étoile, mais poursuivait sa route en ligne droite. Autrement dit, l'hypothèse aujourd'hui privilégiée raconte une histoire encore plus étrange que la première. L'objet aux anneaux ne serait pas une planète de cette étoile. Ce serait un vagabond, l'un de ces mondes errants que nous avons rencontrés plus tôt dans la nuit, une planète géante ou une petite naine brune voyageant librement, enveloppée de son propre disque de matière qui serait passé par pur hasard, vu depuis la Terre, exactement devant cette étoile, au moment précis où des caméras automatiques photographiaient ce coin de ciel. Un alignement d'une improbabilité vertigineuse, un croisement de trajectoires uniques qui ne se reproduira jamais. Dans un cas comme dans l'autre, planète aux anneaux démesurés ou vagabond voilé de poussière croisant dans la nuit, l'objet de 2007 restera l'un des plus étranges jamais enregistrés. Et il porte une leçon d'humilité que tout astronome connaît par cœur. L'univers ne repasse pas les plats. Certains spectacles ne s'offrent qu'une fois, et il faut avoir la chance de regarder au bon moment. Et cette leçon en appelle une autre, plus vaste, qui concerne tout ce que nous avons vu cette nuit. Chacun des mondes que nous avons visités a été découvert avec les instruments d'hier, des caméras automatiques modestes, des télescopes conçus il y a des décennies, des relevés qui ne couvraient qu'une fraction du ciel pendant une fraction du temps. Autrement dit, tout ce bestiaire fabuleux, les pluies de fer, les diamants en orbite, les ballons de barbe à papa, les anneaux grands comme des orbites planétaires, ne représentent que ce que nous avons trouvé en regardant à peine. La décennie qui s'ouvre s'annonce comme un âge d'or. Le télescope Roman, dont le départ approche à grands pas, ouvrira son œil panoramique sur le cœur de la galaxie et devrait à lui seul multiplier nos catalogues, révélant au passage la population cachée des mondes errants. L'Agence spatiale européenne prépare de son côté la mission Plateau, dont le lancement est prévu à la fin de l'année 2026, une constellation de 26 caméras conçue pour débusquer des planètes semblables à la Terre, autour d'étoiles semblables au Soleil, ce Graal qui manque encore étrangement à nos collections. Puis viendra une autre mission européenne, entièrement dédiée à l'étude des atmosphères d'exoplanètes, qui dressera le portrait chimique de centaines de mondes. Et au sol, sur un sommet du désert chilien, s'achève la construction de l'Extremely Large Telescope, un géant au miroir de 39 mètres composé de près de 800 segments hexagonaux, l'œil le plus puissant jamais tourné vers le ciel, capable en principe de photographier directement des planètes tempérées autour des étoiles les plus proches et peut-être d'analyser leur air à la recherche des signatures de la vie. Il faut aussi mesurer l'ampleur de ce qui reste invisible. 6000 et quelques planètes confirmées, cela peut sembler beaucoup, mais notre galaxie contient entre 100 et 400 milliards d'étoiles. Nous avons donc examiné de près moins d'une étoile sur 10 millions. Si la Voie lactée était une bibliothèque, nous aurions lu quelques lignes d'une seule page d'un seul livre, et ces quelques lignes contenaient déjà des planètes de diamants et des pluies de métal. Les statistiques tirées de nos échantillons suggèrent que les planètes dépassent en nombre les étoiles, ce qui place la population planétaire de notre seule galaxie dans les centaines de milliards au minimum, sans compter les vagabondes qui pourraient la multiplier encore. Et derrière notre galaxie s'étendent les autres, par centaines de milliards elles aussi. Le nombre de planètes dans l'univers observable défie toute intuition humaine, un chiffre si vaste que chaque configuration imaginable, et beaucoup d'inimaginables, y trouve probablement sa place quelque part. Tout ce que la physique n'interdit pas formellement existe sans doute, ici ou là, en ce moment même. Des mondes au ciel que nous n'avons pas encore rêvés attendent simplement qu'un télescope se tourne vers eux. Il y a d'ailleurs fort à parier que les découvertes les plus étranges des 20 prochaines années n'appartiendront à aucune des catégories de cette vidéo. C'est la constante de cette jeune science. Chaque fois que les astronomes ont cru cerner les grandes familles de planètes, l'univers a produit un contre-exemple. Personne n'avait prédit les Jupiters chauds avant d'en trouver un. Personne n'attendait de planètes autour des pulsars, et ce furent pourtant les premières découvertes. Personne n'imaginait des mondes de barbe à papa, des orbites à contresens, des planètes survivant à l'agonie de leur étoile. À chaque génération d'instruments,
la nature a répondu par une génération de surprises, et rien n'indique que cette source soit près de se tarir. Nous trouverons peut-être des planètes océans à l'échelle globale, des mondes entièrement liquides, sous des ciels de vapeur. Peut-être des planètes en orbite autour de trous noirs, chauffés par le disque de matière qui les entoure. Peut-être des systèmes d'exolunes plus riches que des systèmes planétaires entiers, ou des anneaux plus vastes encore que ceux que nous avons contemplés ce soir. La seule prédiction raisonnable, au fond, tient en une phrase. Nous n'avons encore rien vu. Avant de refermer ce voyage, prenons le temps d'un dernier regard en arrière, comme on se retourne sur un paysage traversé. Nous sommes partis des orbites les plus véloces, ces mondes de fer qui bouclent leur année en quelques heures, frôlant leur étoile, au point d'en épouser la fournaise, condamnée à terme à s'y dissoudre. Nous avons croisé les fantômes du pulsar de la Vierge, Draugr, Poltergeist et Phobetor, les tout premiers mondes jamais découverts au-delà du Soleil, tournant autour d'un phare mort qui bat la mesure avec plus de précision que nos meilleures horloges. Nous avons salué la planète de diamant, possible cœur cristallisé d'une étoile dévorée, et la lointaine Coconuts 2b, dont l'année s'étire sur 1 million des nôtres, si bien qu'elle n'a pas achevé une seule orbite depuis que notre espèce existe. Nous avons appris comment les étoiles s'assemblent en couple, en trio, en hiérarchie de 7 soleils, et comment des planètes trouvent leur équilibre au milieu de ces chorégraphies, offrant à leur ciel des couchers de soleil doubles ou triples que nous avons peine à imaginer. Nous avons mesuré par une expérience de pensée à quel point notre unique soleil bien élevé constitue un luxe, et combien un second astre dans notre ciel bouleverserait les saisons, les nuits, et jusqu'à la possibilité même de notre existence. Puis, nous avons plongé dans le noir, à la rencontre des planètes errantes, ces mondes sans étoiles, qui dérivent par milliards entre les soleils de la galaxie, et nous avons découvert qu'elles ne sont peut-être pas toutes des déserts gelés, que certaines abritent peut-être, sous d'épaisses couvertures d'hydrogène, des océans tièdes, que nulle aube n'a jamais éclairés. Nous avons vu comment la gravité elle-même, en courbant la lumière des étoiles lointaines, trahit le passage de ces vagabondes invisibles, et comment un télescope sur le point de s'envoler s'apprête à les recenser. Nous avons ensuite affronté les extrêmes de la matière, la pluie de fer de WASP 76b, tombant dans une nuit balayée de vents supersoniques, le bleu profond d'un monde où le vert vole à l'horizontale, la noirceur presque parfaite d'une planète plus sombre que le charbon, l'océan de magma d'une super-terre qui respire, l'agonie lente d'un monde en forme d'œuf aspiré par son étoile, et les faux airs de comète d'une géante qui s'embrase à chaque plongeon. Nous avons approché Kelt 9b, cette planète plus chaude que la plupart des étoiles, où les molécules se déchirent le jour pour se retrouver la nuit. Nous avons renversé la hiérarchie des tailles auprès des naines blanches et des étoiles à neutrons, et rencontré la preuve définitive qu'une planète peut surpasser son étoile, ce géant glacé fidèle qui tourne autour de la braise de son ancien soleil. Nous avons enfin rêvé devant les anneaux démesurés d'un objet qui ne repassera jamais et qui restera, planète ou vagabond, l'un des plus beaux mystères de nos archives. Si une seule idée devait rester de tout cela au moment où le sommeil vous gagne, ce pourrait être celle-ci. Le mot planète, qui désignait il y a 30 ans 9 objets familiers, puis 8, recouvre aujourd'hui une diversité que personne n'avait anticipée. Et le plus remarquable dans cette affaire, c'est que chacun de ces mondes extravagants obéit exactement aux mêmes lois physiques que notre paisible Terre. La même gravité, qui retient doucement votre corps contre votre matelas en ce moment précis, sculpte les anneaux géants, arrache les atmosphères, fait valser les systèmes à 7 soleils et presse peut-être du carbone en diamant à 4000 années-lumière d'ici. La même lumière qui traversera vos rideaux demain matin a permis de déchiffrer, molécule par molécule, l'air d'un monde où il pleut du métal. L'univers ne possède qu'un seul livre de règles, très court en vérité, et il en tire une infinité de mondes, comme une langue aux quelques lettres qui écriraient sans fin des histoires toutes différentes. Notre planète est l'une de ces histoires. Une histoire tranquille, tempérée, arrosée d'une pluie d'eau douce, éclairée par un unique soleil d'humeur égale. Une histoire si calme qu'elle a laissé à la vie le loisir de s'y développer pendant des milliards d'années, jusqu'à produire des créatures capables de lever les yeux et de compter les mondes des autres étoiles. Et c'est peut-être cela, au fond, la vraie conclusion de cette nuit. En cherchant les planètes les plus étranges de l'univers,
nous avons surtout appris à regarder la nôtre autrement. Vu depuis les canicules de Kelt 9b, la fraîcheur d'une soirée terrestre est un miracle. Vu depuis la nuit éternelle d'une planète errante, la promesse du lever de soleil de demain matin est un luxe inouï. Vu depuis les tourmentes d'un monde à l'orbite folle, la régularité de nos saisons, ce retour fidèle des printemps, tient du prodige. Nous vivons sur une planète que la galaxie entière pourrait nous envier, une exception paisible dans un catalogue d'extrêmes, et nous avons la chance supplémentaire de vivre à l'époque précise où notre espèce apprend à lire ce catalogue. Les générations qui nous ont précédés ne pouvaient que rêver au monde des autres étoiles. Les générations qui nous suivront les connaîtront peut-être par leur carte, leur climat, leurs noms familiers. Nous avons le privilège rare d'assister à la découverte elle-même, page après page, monde après monde. Alors ce soir, tandis que vos pensées commencent à se dissoudre doucement dans le sommeil, laissez ces images flotter librement. Quelque part au-dessus de vous, en ce moment même, une planète de la taille de la Terre achève une année entière dans le temps qu'il vous faudra pour vous endormir. Quelque part, deux soleils se couchent ensemble sur un horizon que personne ne contemple. Quelque part, des gouttes de fer fondu strient une nuit pourpre. Un océan sans lumière clapote sous un ciel d'étoiles fixes. Une lune naissante creuse patiemment son sillon dans des anneaux plus vastes que des orbites. Tous ces mondes poursuivent leur course, indifférents et magnifiques, pendant que notre petite planète bleue vous emporte à son tour à 800 000 km/h dans son long voyage autour de la galaxie. Vous êtes, en cet instant, un passager parmi d'autres de cette flotte innombrable de mondes, et votre vaisseau est de loin l'un des plus doux. Laissez-le vous bercer. Les étoiles veilleront, les télescopes aussi, et les découvertes de demain attendront patiemment votre réveil. Bonne nuit.